Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes partis pour un petit live du dimanche. Rien de très important, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Vous savez qu'en général, les streamers, les influenceurs commencent en disant un live un peu spécial. Non, non, rien de spécial. Un live tranquille, à la cool, comme disent les jeunes. Je vois qu'il y a du monde, donc il va falloir dire des bonjours. Alors, qui est là? Je vois Kara 4444, on va dire Kara, hein, c'est plus court. Salut Kara. Kara d'ailleurs qui est celui qui m'a conseillé récemment un animé dont je vais pas dire le nom, je l'ai pas encore bien vu, j'en parlerai plus tard. Merci d'ailleurs à toi Kara, si c'est bien le même Kara, parce que je me méfie, parfois d'une plateforme à l'autre, il y a des pseudos qui se ressemblent. Il y a Clems qui est là, salut Clems. On a qui d'autre? On a Kenil, salut Kenil, Souriam French, donc salut Souriam French. Salut la chèvre qui est ni. On a Yami-sama qui est là aussi. Vous avez vu, je vais plus vite, ça veut dire que vous êtes plus nombreux, donc j'ai du succès, je suppose. On a Gerbli qui est là. Salut Gerbli. Ichamki, je sais pas si j'ai déjà dit. Je le vois toutes les semaines, Ichamki, donc au bout d'un moment, je sais pas. Yami-sama, Ichamki en tout cas sont là. Voilà, voilà. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Il y a Acromimi qui est là. Enfin, en fait, il y a beaucoup de monde. Je peux pas dire bonjour à tout le monde. Il y a le Lurking Rookil qui est là, qui nous dit salutations. On a Chris Frix qui est là aussi. Paisible est là, évidemment. Voilà, voilà. Ogrimjo est là. Aranomas. Et on est arrivé. Je crois que je suis au bout du chat. Voilà. Comme ça, alors, désolé si j'ai oublié quelqu'un. Ah oui, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est compliqué. Vous faites peut-être pas, je sais pas. Il y a peut-être des jours avec, des jours sans. Ouais, il y a Kara qui dit, tu dis toujours que tu vas dire juste Kara, mais tu dis toujours le 4444. C'est vrai qu'il est attirant le 4444. Comme c'est 4-4, on a envie de... C'est le chiffre de la mort, hein, le 4 quand même au Japon. Attention, hein. Bon, voilà. Il y a Manuel qui est là aussi. Il dit bonjour, as-tu vu Aibane à l'anime? Pas du tout. J'y vois des similitudes avec Orion dans l'ambiance. Ah bon, bah faudrait que je regarde ça. Aibane à l'anime, faudrait que je le note, attends. Aibane, parce que ça me parle vaguement, j'ai dû passer dessus. Alors oui, je note en temps réel, là. Ouais, carrément. Pendant que je vous parle, c'est l'avantage d'avoir un casque micro. Je peux baisser la tête et prendre des notes. Aibane, tu me dis Renmei. J'irai voir ça. J'espère que c'est bien, hein. Tu dis que ça ressemble à Orion, ça a intérêt à être une tuerie. Ah, vous avez vu comment subtilement on peut s'envoyer des fleurs sans que ça se voit trop? Voilà, ouais, je vous donnerai des combines. Orion, le premier manga. Ouais, désolé, ça me fera toujours rire ça. Et les œuvres qui sortent en disant qu'elles sont les pionnières dans un truc. Attention, le premier à faire ceci, le premier à faire cela. Mais non, mais non. Calmons-nous, calmons-nous. Voilà, il n'y a pas de premier. Sur Friend me pose une question. Qu'est-ce que tu aimes chez Wes Anderson? Bah, regarde un de ses films, tu verras, ça saute aux yeux. Son écriture, son côté un peu absurde. Non, non, le côté un peu absurde, ça c'est facile. Non, non, ce qui me sidère chez lui, c'est son perfectionnisme. Des plans symétriques. Une rigueur dans l'écriture, c'est écrit comme un livre, et pourtant c'est un film. C'est passionnant. C'est un perfectionniste en fait, Wes Anderson. C'est ça que j'aime chez lui. Il y a une bulle de perfection agréable. Je pense que les gens un peu perfectionnistes doivent adorer Wes Anderson. Il y a un côté fini en fait dans ses œuvres très agréable. Tout est très appuyé, on sent qu'il est soucieux du détail. Quand il raconte la vie d'un de ses personnages, il va très très loin dans le détail, un peu comme un romancier. C'est l'écriture en fait qui est folle. Et en plus, il a une galerie d'acteurs à chaque fois prodigieuse. Non, mais j'adore. Ses BO sont bonnes. Enfin, c'est un très grand réalisateur, tout simplement. Pour moi, même, c'est peut-être à l'heure actuelle, c'est l'un des tout meilleurs. Quoi. Il est dans le top tier. Voilà, c'est vraiment. Pour moi, c'est un géant, Wes Anderson. Je trouve qu'il n'est pas assez reconnu. Il a du succès, attention, hein, mais je trouve qu'il n'est même pas encore assez reconnu pour ce qu'il fait. Il est très très grand. Récemment, j'ai vu le dernier Ari Aster. On en parlera dans la prochaine objection. Et bah, Ari Aster, c'est quelqu'un qui est très intéressant, c'est un très bon réalisateur. Mais quand il essaie d'écrire, quand il essaie de faire du Charlie Kaufman, c'est pas trop ça. Voilà. Mais on en parlera. Qui est là d'autre? Enfin, avez-vous d'autres questions surtout? Parce que je vais pas revenir sur le qui d'autre est là. Ça, c'est déjà vu. Alors, il y a Agakeliu qui nous dit j'ai trouvé qu'il avait du mal à se renouveler. J'ai vu une analyse qui disait at first you tell stories about your life, then your life is telling stories, and then you'll tell stories about telling stories. C'est pas faux, mais je crois pas que Wes Anderson parle beaucoup de sa vie, à part
peut-être dans son deuxième film. Où j'ai l'impression que là c'est lui. Surtout qu'il y a le nom du protagoniste, si on le met à l'envers, est-ce qu'il s'appelle il s'appelle Sam. Si tu mets Wes à l'envers, graphiquement le E devient un A, ça devient Sam. Donc je pense que ça lui ressemble. Bon, évidemment, c'est très exubérant, donc je doute que ce soit la vérité vraie, mais ça lui ressemble et je pense que. Comment il s'appelle? C'est Rushmore. Voilà, Rushmore, il y a peut-être il est un peu autobiographique. Mais les autres, je crois pas du tout. Par contre, pour ce qui est de se renouveler, je dirais pas ça, moi. J'ai l'impression que c'est une critique un peu superficielle. Je dirais que Wes Anderson, il est comme tout le monde. Il a eu une effervescence. C'est-à-dire qu'à un moment dans sa vie, il était bourré d'idées folles. Et cette effervescence se tarit, quoi. Tout simplement. Mais ça, c'est le cas de tout le monde, hein. Ça est arrivé à Miyazaki chez Ghibli, c'est arrivé à Hitchcock, Kubrick. Tout le monde en passe par là, hein. Comment on peut dire ça, alors attendez, il y a Diablo qui me fait une blague. Il y a un moment dans la vie, c'est comme ça. Il y a un âge peut-être, il y a une espèce de. C'est pas une coïncidence, mais il y a un moment comme ça où c'est ce moment dans votre vie où vous aurez le plus d'idées. Et c'est pas qu'il faut le saisir, parce qu'en fait il est. Alors attendez, c'est compliqué. J'essaie de relancer Diablo, mais comme il est sur. Alors attendez, on y vient, on y vient. Je viens sur Diablo. Mon petit Diablo, que me fais-tu? Voilà, il n'est pas content parce qu'il me dit mais tu n'es pas online, enfin tu ne joues pas. Tu fais semblant de jouer. Ouais, oui. C'est l'IA de Diablo, attention, ils ont une IA de ouf. Ah ouais, ChatGPT, tout ça, c'est de la roupie de Sansonnet. Tiens, je vais utiliser un vieux terme archaïque, de la roupie de Sansonnet. Alors ça c'est vieux. Je vais vous dire que ça, même pour moi, hein, c'est des trucs que j'ai eu dans des bouquins, je me disais, mais j'étais pas né, mais largement pas né quand le bouquin avait été écrit. De la roupie de Sansonnet, vous irez voir sur Wikipédia. Voilà, il est reparti. Alors attendez, du coup, je reviens. Ah ouais, c'est compliqué, c'est technique, je vous dis tout. Voilà, c'est un petit peu le tuto pour faire du Twitch. Malin, pas bien, mais c'est un peu ça. Voilà, on est revenu sur l'écran qui m'intéresse. Alors attendez, il y avait une question, c'était quoi déjà? Ouais, donc ouais, si notre ami Wes Anderson se répète ou pas. Non, c'est pas qu'il se répète, c'est que. D'abord, je trouve qu'il se répète pas parce qu'il a son cinéma. Et il a de la chance parce que il a son style. C'est-à-dire qu'il peut bien faire n'importe quoi, de toute façon, c'est toujours agréable. Même ses films les moins bons sont bien en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a. Je pense à La Vie aquatique, je pense à. Le Darjeeling Private, je pense à La Famille Tannenbaum, c'est ses meilleurs en fait. L'Hôtel Budapest, voilà, l'Hôtel Budapest c'est peut-être son dernier en fait. Moi je pense qu'il faut prendre à partir de Rushmore. Son tout premier, bah, c'est son tout premier donc c'est pas inintéressant mais c'est pas encore ça. À partir de Rushmore c'est très bon. De Rushmore jusqu'à Hôtel Budapest, c'est excellent. Mais quand je dis c'est excellent, genre, pour moi, il enfile des chefs-d'œuvre. Il enchaîne des masterpieces, quoi. Et après, à partir de celui dont j'oublie toujours le nom, où c'est les gamins scouts, celui avec l'île aux chiens, c'est moyen. C'est pas mauvais, hein. C'est juste. Il y a plus cette étincelle je sais pas, de génie. C'est un peu moins bon, mais ça reste toujours très bon. Moi, j'attends le prochain avec impatience. Bah, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Même le tout dernier que j'ai vu, c'était quoi, French Connection, un nom comme ça, qui est complètement barré, hein, je suis régalé à le regarder. Mais c'est pas La Vie aquatique, c'est pas Darjeeling Private, c'est pas Rushmore, c'est pas Hotel Budapest, c'est pas La Famille Tannenbaum. Voilà, ça c'est ses meilleurs, ceux-là. Ouais, Story City, je l'attends avec impatience. Ouais, cette dernière, je l'ai pas encore vu. Ouais, French Dispatch, ouais, j'ai dit French Connection. Merci, paisible. Sympathique, French Dispatch. C'est sympathique. Voilà. Pareil, l'île aux chiens, là, c'est sympathique. Il y a aussi, dans ces films d'animation, avant l'île aux chiens, il y avait. Comment c'est déjà? Mister Fox, Maître Fox, Sacré Renard, Sacré Fox, je sais plus. Il y a Fox dedans. Il y a Sacré, je crois. Et celui-ci était bien. Mais voilà, il est dans sa bonne période, c'est-à-dire entre, entre l'Hôtel Budapest et Rushmore, qui sont ses meilleurs films. Fantastic Mr. Fox, voilà.
Il y a Agekeliu qui nous dit: j'étais tellement fan de Fantastic Mr. Fox qu'en cinquième j'avais envoyé un SMS à mon prof de français, on était tous allés le voir grâce à moi. Oh c'est cool comme anecdote. Puis ça a été une bonne idée, parce que ouais effectivement il est superbe. Même la BO. Ah les BO de Wes Anderson, ça faisait longtemps que j'avais pas rempli ma playlist de musique de film. Les musiques de film, à part de temps en temps, il y a quelques grands. Là, son nom m'échappe, mais le plus grand de tous, actuellement, celui qui fait des musiques partout. Et de temps en temps, je récupère une de ses musiques. Celui qui a fait la musique, par exemple, enfin, qui fait beaucoup de musique de Nolan. Comment il s'appelle? C'est pas Philippe Glass. À chaque fois, je sais pas pourquoi j'ai Philippe Glass en tête. Je cherche son nom, c'est long parce il a un nom. Zimmer, merci Hans Zimmer. Je cherche toujours Hans Zimmer. Et voilà, de temps en temps, c'est vrai que je récupère deux trois pistes de Hans Zimmer. Parfois, il arrive à trouver un thème qui me touche, quoi. Mais en général, c'est rare que les films et des musiques qui m'intéressent. Alors que dans les années 80, 90, début 90, enfin surtout 80, carrément, je les achetais les BO. Voilà. Et ce qui est cool avec Wes Anderson, c'est que souvent, je récupère des morceaux de la BO parce que. Alors, son truc à Wes Anderson, et c'est une bonne technique, c'est qu'en fait, il prend des morceaux populaires. Il y a du David Bowie parfois, par exemple. Et il récupère des morceaux populaires, et du coup bah, c'est assez agréable en fait. Il dépoussière de vieux morceaux, et c'est chouette. Il y a les Beatles aussi de temps en temps. Voilà. Il y a Clem qui dit attendez, comme ça les gens ont le numéro de téléphone de leur prof. J'avais entendu ça, comme quoi c'est pas impossible, mais ça doit être comme très très rare. J'avais vu une émission comme ça avec une histoire avec un prof qui avait filé son numéro, donc ça doit être assez exceptionnel. Ichimki me demande dernièrement, t'as vu The Deer Hunter, une des plus belles BO de John Williams, je pense. Euh, j'ai pas été transporté. C'est vrai qu'elle est subtile cette BO, mais j'ai pas été transporté. Le film est beau, un peu longué, je le redis. Voilà, le début, c'est trop long pour moi le début. L'exposition avec un mariage qui dure 1 heure, là, non quoi. Non. Allez, c'était faisable en un quart d'heure. Je veux bien lui concéder une demi-heure, mais non, 1 heure là presque. Enfin, je dis 1 heure, hein, je sais plus combien c'était, mais c'était beaucoup trop long. Mais le film est pas inintéressant, il est un peu vieilli. J'ai l'impression on pourrait en faire on pourrait pas le remaker parce qu'il y avait des acteurs quand même, attention quoi. Mais c'est dommage, scénaristiquement, il faudra en refaire un montage en fait. Je pense il faudra le remonter. C'est mon avis, hein. Bon, il faut pas y toucher, hein, c'est un chef-d'œuvre. Mais dans mon petit monde, pour moi, juste, je me permettrai de faire un nouveau montage. Ah, Misama nous dit pendant le Covid, on avait tous le numéro des profs et leur snap. Bah voilà. Et il y a une réponse à une question là. Il y a Gerbi qui me dit de vieux morceaux connus ou des pépites cachées. Moi je dirais que c'est des vieux morceaux cachés. Ou des vieilles pépites connues. Je sais pas. C'est-à-dire que souvent c'est des morceaux qu'on connaît comme ça vaguement, qu'on a entendu, et la façon de les utiliser de Wes Anderson leur donne une seconde jeunesse. Parce que vous le savez, la musique c'est une chose, l'image c'est une chose, les deux mélangés ça en fait une troisième. Et Wes Anderson a cette sensibilité que je trouve que j'apprécie beaucoup chez les réalisateurs, de savoir quelle musique il faut mettre sur quelles images. Et ça donne une espèce de nouvelle forme à cette musique. Voilà. On se remet à écouter des morceaux de David Bowie. Même il y avait un morceau français, les hauts Champs-Élysées, palapalapa, aux Champs-Élysées, palapalapa, nanana, 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 Champs-Élysées. C'est un morceau qui est inintéressant de base comme ça. Et il est à la fin justement du Darjeeling Limited, et il est très bien. Voilà. Du coup, ça donne envie de le réécouter. Donc il a ce talent aussi, Wes Anderson, de dépoussiérer des vieux morceaux. Voilà, et pas que, parce qu'il y a aussi des morceaux qui sont pas connus et qui vont très très bien. Enfin bref, c'est un réalisateur incroyable. Pour moi, c'est un réalisateur hors pair. Il est vraiment capable de faire de très belles choses, de faire de superbes constructions. J'aime beaucoup, c'était dans la vie aquatique. Il avait construit en studio une espèce de tranche comme ça de sous-marin. Il le montre au moment où il en est assez fier, donc, et on passe comme ça du coup d'une cabine à l'autre. C'est superbe. Voilà, c'est un vrai artisan en fait. C'est ce qui manque, je trouve. Les réalisateurs d'aujourd'hui ressemblent plus à des faiseurs de clips, quoi. Là, c'est un vrai. Il est inventif, Wes Anderson. Voilà. Actuellement, c'est sûrement mon réalisateur préféré. Ouais, ouais. Il y a Shadow qui dit les Asiatiques connaissent bien cette chanson. Oui, souvent, nul n'est prophète en son pays. Enfin, elle a marché chez nous, mais on a un peu oublié.
Ouais, Kenil dit charisme de fou, Volken. Tout à fait, mais par contre, jeu monolithique. Il joue, voilà, à côté de Niro est flamboyant. Volken, il est, c'est surtout une gueule en fait, Volken. Bah, Volken, c'est un petit peu le pré. Ah, comment il s'appelle celui qui s'est battu avec Amber Heard Comment je peux oublier son nom? L'acteur fétiche de notre réalisateur gothique. Il y a des acteurs comme ça qui sont surtout des gueules. Voilà. Et c'est vrai que Christopher Walken, c'est surtout une gueule. Ouais, Johnny Depp. Et pas Deep, comme l'a écrit Kenil. Johnny Depp, c'est un peu comme Walken. C'est deux acteurs qui ont des gueules. Ils ont une prestance, quoi. Mais après, en termes de jeu, ils sont un peu monolithiques, quoi. Mais il y a plein d'acteurs comme ça. Il y a Gibson aussi. Gibson, c'est un acteur, c'était une gueule, quoi. Mais en termes de jeu, il est pareil, c'est pas terrible, quoi. Puis après, il y a des gars comme DiCaprio, qui non seulement ont une gueule, mais en plus, ils jouent drôlement bien, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas tout le monde. Voilà. Il y a Johnny Profond, comme dit Cara. Il y a Mamonil qui Gondry est un faiseur de clips et un artisan en même temps. En fait, c'est tout le contraire. Gondry est un artisan. Et c'est parce que c'est un artisan qu'on l'a pris pour faire des clips et du coup il a fait des clips barrés. Mais c'est pour ça après qu'on l'a pas repris aussi. Oui. Et Daft Punk ils se sont dit bon, c'est gentil là, les mecs qui tournent around the world. C'est une idée quoi. Mais ils se sont dit bon, on va faire autre chose. Voilà. Gondry c'est un artisan avec le bon côté et les mauvais côtés. Mais Gondry c'est le meilleur qu'on ait en France avec Dupieux. C'est ce qu'on a de mieux en France, ouais. Gondry, Dupieux, Dupontel, Astier aussi, je trouve. Astier se débrouille très très bien. Ah, c'est ce qu'on a de mieux. Ouais, ouais, vraiment, en France actuellement, moi c'est ceux qui me font rêver. Voilà. Alors Clems nous dit un peu non-acteur, olé olé, Dep, non? J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire. Tu veux dire non-acteur peut-être, tu écris avec un M. Je veux dire un peu genre, c'est un acteur sans en être un, peut-être, ouais. Bon, il y a Johnny Depp Purple, là, il y a des gens qui font des jeux de mots, bon. Alors, il y a Agikilou qui dit Dupieux il bâcle ses œuvres, c'est chiant. Alors, je dirais pas qu'il les bâcle. Je crois pas qu'il les bâcle. Non, je pense au contraire qu'il se donne beaucoup de mal. Mais Dupieux c'est un punk en fait. Dupieux il est plus punk que réalisateur. C'est-à-dire que Dupieux c'est pas un mec qui est là pour dire regardez comment je place ma caméra. Il s'en fout de tout ça. Le code de la réalisation, il s'en fiche éperdument Dupieux. Dupieux, c'est quelqu'un qui a des pulsions créatives. Soudain, il a des envies, et ce qui est bien aussi, je trouve, hein, et il les met en image. Et c'est agréable aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout scolarisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut sortir d'une école pour faire de la réal, il faut sortir d'une école pour faire du manga, il faut sortir d'une école. Ce qui est une catastrophe, hein, surtout pour le manga, parce que les écoles de manga, bon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc tu vas perdre 2 ans de ta vie, et après, tu vas te battre pour faire croire que tu maîtrises, alors que, bah non, en fait, tu as perdu 2 ans de ta vie à apprendre de mauvaises choses. Donc il faut désapprendre après, donc c'est compliqué. Et Dupieux, il est anti-scolaire, en fait. Ouais, Dupieux, il fait ce qu'il a envie. Et ça donne des choses parfois un peu troublantes dans le mauvais sens de l'appellation, et parfois troublantes dans le bon sens, quoi. Donc moi j'aime bien Dupieux. Voilà, moi j'aime bien son cinéma. Même des films comme Wrong, qui feront pas l'unanimité, moi j'ai bien aimé Wrong, voilà. Donc j'aime bien Dupieux. J'aime beaucoup Dupieux en fait, voilà. Dupieux, c'est... Dès qu'il sort un truc, j'ai envie de le voir, quoi. Y a rien à faire, quoi. Donc ça marche. Wes Anderson, c'est pareil. Dès qu'il sort un truc, j'ai envie de le voir. Donc ça marche. Ça marche. Ouais, il y a de grands réalisateurs, quand ils sortent un truc, bon, je suis hésitant. Comme quoi. Ouais, donc les vrais bons réalisateurs, pour moi, c'est ceux qui te donnent envie d'aller voir les films. Pas forcément avec un trailer, c'est juste que leur cinéma, c'est à travers tous leurs films. Vous savez, là, c'est la fameuse politique des auteurs, c'est ça, c'est la politique. Il y a un mot comme ça. Ça veut dire qu'en gros, on doit juger une œuvre dans le contexte de toutes les autres. C'est-à-dire qu'en fait, Dupieux, c'est un cinéma. Donc dans le contexte du cinéma de Dupieux, ces films sont toujours intéressants. Voilà. HMT me dit tu penses quoi de Gaspard Noé comme réel français? J'ai pas été ému par Gaspard Noé. C'est quelqu'un qui frappe fort. Voilà. C'est quelqu'un qui donne des coups. Mais je suis pas sûr que donner des coups, ce soit pas, c'est pas toujours intéressant. Il a un cinéma qui a une vraie violence, mais pas une violence premier degré. Il a une vraie violence. Il faut être capable de le faire. Il a un cinéma à lui, ça faut le reconnaître. Gaspard Noé, il est entier. C'est un mec intègre, ça y a rien à faire. On aime ou pas. Je suis pas hyper sensible à son cinéma, mais j'admets que je suis content d'avoir vu ses films parce que
Il a un genre unique. Voilà, Gaspard Noé est un véritable artiste. Voilà. C'est irréversible. Moi, je l'ai vu au cinéma, c'est une sacrée expérience quand même. Son premier, là, avec le père et la fille, le boucher, là, c'est pareil, c'est assez particulier. C'est un peu longué pour moi, mais c'est à voir. Après, il a essayé de faire des trucs un peu expérimentaux. Il avait fait un film qui s'appelait Void, je crois, qui se passait au Japon. Au moins, c'est un mec qui va au bout de ses idées. Ça, faut reconnaître qu'il a peur de rien. Mais après, je suis pas hyper sensible. C'est dur de dire ça parce que c'est le genre de gars que j'aimerais soutenir en fait. Je soutiens d'ailleurs Gaspard Noé, je soutiens son cinéma, c'est à voir Gaspard Noé. Mais pour moi, c'est expérimental. C'est à voir, mais après, j'ai pas envie de revoir. Wes Anderson, il y a des films, je les ai déjà revus 10 fois quoi. Wes Anderson, il y a quelqu'un qui avait dit pour savoir quelles sont les œuvres qui vous plaisent vraiment, demandez-vous quelles sont les œuvres que vous revoyez souvent. Voilà, Camelot, c'est une série que je revois de temps en temps. South Park, c'est une série que je revois tous les ans. Euh, les Simpsons, les 10 premières saisons, je les revois de temps en temps. Futurama, pareil, les premières saisons, j'attends, là, il va y avoir une suite. J'ai un peu peur, parce que je suis pas sûr que Futurama on soit encore capable aujourd'hui de refaire ce qui a été fait à l'époque. Il y a des trucs que je revois comme ça, donc c'est vraiment les œuvres qui me touchent. Il y a des livres que je relis, voilà, Le Seigneur des Anneaux, It de Stephen King, de temps en temps je le relis aussi. Voilà, je sais, c'est les œuvres qui m'ont beaucoup marqué. Urusei Yatsura, la série. Je revois souvent les épisodes d'Urusei Yatsura. Hunter x Hunter, la série aussi. C'est une série que je revois une fois tous les 2 ans à peu près. Voilà. Quelles sont les œuvres qu'on aime revoir? Alors, je suis pas certain de ce que ça veut dire. J'avais lu que ça voulait dire que c'était les œuvres qui nous touchaient le plus. Je suis pas certain de ça en fait. Mais je pense qu'une œuvre qu'on peut revoir, ça signifie au moins que c'est une œuvre bien faite. Je pense que la série Camelot, j'aime beaucoup surtout j'aime beaucoup la saison 3, surtout. Je remarque que c'est celle que je revois le plus. Saison 2, saison 3. J'ai l'impression que la saison 3, c'est l'aboutissement d'une formule, en fait. Il y a une formule qui est posée dans la saison 1 de Camelot, qui est améliorée dans la saison 2, et je dirais qui est finalisée dans la saison 3. Et la saison 4, pour moi, c'est un petit peu le préambule de la saison 5. C'est un peu un tout, en fait, la saison 4 et la saison 5. La saison 4, c'est ce qui nous amène à la saison 5. Elles vont un peu ensemble, pour moi, la 4 et la 5. Je ne saurais l'expliquer, mais c'est deux faces d'une même pièce. D'ailleurs, dans les DVD, on va dire que sur les coffrets DVD, la saison 5, le coffret est noir, et la saison 4, c'est une espèce de blanc marron, de blanc sale. Et j'ai l'impression que ça va ensemble, vous voyez, blanc-noir. Voilà, et ouais. Donc du coup, j'aime beaucoup la troisième saison, qui est l'aboutissement, en fait, de la formule du classique Camelot. Voilà. Il y a Kara qui nous dit en ce moment, je regarde toutes les capsules bonus que tu nous as données sur Patreon et je me demande comment tu as accompagné certains des fichiers voix pour donner du contexte. Pourquoi tu ne pourrais pas le faire pour toutes? Ah, je le fais pas pour toutes parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une raison complexe. Et aussi, j'aime bien le côté énigmatique. J'aime bien me dire que vous allez lancer un truc sans savoir ce que c'est. Vous allez peut-être détester, peut-être apprécier, je sais pas. Le but, c'est pas de vous plaire, hein. Les capsules sont pas là pour vous charmer, pour vous séduire. Ça va, il y a déjà des milliers d'entreprises, Walt Disney, etc. Les influenceurs qui essaient de vous charmer, de vous séduire. Il y a des moments, moi j'ai envie de vous laisser souffler. Je vous donne des bizarreries. Voilà, je vous donne des trucs, vous allez accrocher ou pas. En tout cas, ça sera pas commun. Voilà. Shadow nous dit je rejoue souvent à Aladdin sur Mega Drive, mais je peux pas affirmer que c'est un super jeu. Non, ça c'est de la nostalgie parce qu'Aladdin c'est pas un super jeu sur Mega Drive. Celui sur Super Famicom est meilleur. Ouais, je sais qu'il y a un débat là-dessus, mais moi je coupe court au débat. Il est très beau sur Mega Drive, il est très animé. Il ressemble plus à l'animé en fait sur Mega Drive. Par contre, le jeu est meilleur, bah, c'est Capcom, hein, faut pas se mentir quoi. Le jeu est meilleur sur Super Famicom, voilà. Même si sur Super Famicom ça ressemble plus à un jeu d'arcade qu'à Aladdin en fait. C'est le Aladdin de la Super Famicom, on a utilisé Aladdin. Aladdin est au service du jeu, alors que sur Mega Drive, le jeu est au service d'Aladdin, en gros. Il y a Agekilu qui me dit parfois on a un souvenir ému, déformé, et quand on re-regarde une œuvre et qu'on est déçu, c'est dur. Bah en fait, moi c'est bizarre, j'arrive pas trop à me faire avoir par ça. C'est-à-dire que souvent je me dis ça a dû vieillir. Et quand je regarde, bah effectivement ça a vieilli. Voilà, Senseiya par exemple, c'est une œuvre que j'aime beaucoup pour sa musique. Donc c'est les Chevaliers du Zodiaque en français. Moi c'est les musiques surtout qui m'ont plu. Et récemment j'ai revu l'entièreté de la série jusqu'au Sanctuaire. Donc c'est pas vraiment l'entièreté parce que moi à partir d'Hadès pour moi c'est éclaté au sol. Donc je l'ai regardé jusqu'à la fin du Sanctuaire. Non, jusqu'à Asgard pardon. Excusez-moi. Après le Sanctuaire il y a Asgard. Asgard ça marche aussi. Je l'ai regardé parce que j'avais jamais tout vu quasiment d'une traite. C'est-à-dire qu'on a vraiment enfilé les épisodes. Et je m'attendais
rien, ça, je me suis dit, ça a dû beaucoup vieillir. Et effectivement, ça a vieilli. Mais j'étais content de les revoir. Mais je m'attendais pas à mieux que ce que j'ai vu. Il y a Docteur Lachette que je ne connais pas qui crie Oh Ayenke. J'ai écouté énormément tes vidéos YouTube en 2012-13 pendant mes 2 heures de transport pour aller au taf. Un régal. Bah merci monsieur Lachatte. Monsieur Lachatte, d'accord. Super pseudo. On a qui d'autre Il y a Kara qui nous dit j'ai vu Samurai Fiction hier. On s'est bien marré, c'était trop cool. Ouais, Samurai Fiction c'est génial. C'est génial Samurai Fiction. Moi c'est un de mes films préférés, vraiment. Vraiment, hein, il est dans mon top de mes films préférés de tous les temps. Ce film est incroyable. Je conseille de voir un film de Kurosawa qui s'appelle Après la pluie, qu'il n'a pas réalisé. After the Rain. Enfin, Après la pluie, c'est un film écrit par Kurosawa, il est mort avant, et il a été réalisé par un autre auteur, mais il est très intéressant Après la pluie. Et en fait, Après la pluie, pour moi, c'est le film qui a... C'est plus qu'inspiré, mais... En fait, Après la pluie, il faut voir Après la pluie, et après, vous regardez Samurai Fiction, parce que dans Samurai Fiction, il y a un personnage qui est un personnage d'Après la pluie. En fait, vous avez la suite de l'histoire de ce personnage. Ce personnage, c'est le samouraï qui refuse de se battre. Voilà. Et en fait, son histoire commence dans Après la pluie. Donc notez-le quelque part, Après la pluie, qui est un film japonais sympathique, mais c'est pas du Kurosawa, c'est pas lui qui l'a réalisé. Mais le scénario était très bon. Vraiment. Hein. Le scénario est très intéressant de Après la pluie. Ça parle des gens trop doués. Non, je déconne pas. Hein. Parce qu'il y a des gens trop doués. Il y a des gens doués, c'est les gens qu'on adore. Puis il y a les gens trop doués, c'est les gens qu'on n'aime pas. Et ça parle des gens trop doués. Et donc c'est un samouraï, trop doué. Et après, vous regardez Samurai Fiction. Et dans Samurai Fiction, il y a le retour de ce personnage. Et vous avez en fait la fin de sa vie, quoi. Enfin, la fin de sa vie. Vous avez la... Pas la fin, il va pas mourir, mais vous avez sa retraite, on va dire ça comme ça. Donc c'est intéressant de voir les deux films. Il y a Aranomas qui me demande quel est ton avis sur Arion, manga des années 80 ou film 86, de 86. Alors j'ai pas lu le manga, mais j'admire même. J'admire le réalisateur. Il a un nom, à chaque fois j'ai du mal, Haruhiko quelque chose. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un mec qui a beaucoup bossé sur Gundam par exemple. Et j'ai vu le film Arion. Alors Arion c'est un joli film. Le problème c'est que c'est un mélange de mythologie grecque. Et moi en fait j'aime beaucoup la mythologie grecque et j'avoue que j'ai pas apprécié de voir un mélange pareil. C'est-à-dire qu'il a tout mélangé, il a réinventé en fait la mythologie grecque. Et du coup, moi je trouve que la mythologie grecque était meilleure quoi. Donc c'est un joli film Arion, techniquement. C'est vraiment un auteur qui fait de superbes films. Maintenant, j'ai pas été marqué. D'ailleurs, j'ai jamais été marqué par les films de cet auteur qui est pourtant très bon. J'ai vu Venus Wars aussi qui est très bien, du même auteur. J'ai vu Achille et Mélos, pareil qui est très beau. Mais c'est des films qui me marquent pas. Je les trouve techniquement aboutis, mais j'ai l'impression qu'il manque un scénariste. Voilà. C'est ça en fait le problème. C'est que c'est des films. C'est des films pas très bien scénarisés. C'est des beaux films. Techniquement, c'est de la belle animation, c'est à voir pour ça. Mais après, scénaristiquement, je suis complètement insensible à ce que ça raconte. Ça le raconte pas bien. Non seulement ça raconte des trucs qui ne m'intéressent pas, et en plus ça la raconte pas bien. Parce que quand on raconte bien un truc inintéressant, on peut le rendre intéressant. Ben là, c'est pas le cas. Il y a Pézip qui dit je l'ai après la pluie, c'est amusant ça. Bah ouais, tu verras, c'est un chouette film. Amaonil dit moi je n'y connaissais rien en mythologie, quand j'ai vu Arion j'ai beaucoup aimé. Ben, lis de la mythologie grecque, tu verras, c'est encore meilleur. Arion il a simplifié, il a enlevé tout le charme, toute la profondeur, toute la complexité, toute la hauteur de la mythologie grecque pour en faire une espèce de condensé amusant, sans plus. Hicham qui dit Yasuhiko a pas respecté le lore. Ouais, entre autres. Mais surtout, il n'a pas compris le lore. Parce que la mythologie grecque, c'est pas juste une histoire de héros, quoi. Ça va plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Lui, il a enlevé toute la profondeur, en fait. En faisant cette espèce de... Je sais pas, de patchwork. Il y a Shadow qui dit manger du bon fromage pendant les lives d'Ayenke. Donc Shadow mange du fromage. Tu manges quel fromage, Shadow? Lâche les bails qu'on rigole. Vache qui rit. Là, tu es maudit, hein, si jamais tu sors cette vanne. Inchamki nous dit Asha et Melos, le film avec le car designer de Ghost in the Shell, ou celui plus ancien. C'est possible, ouais. Mais enfin, moi, je retrouve surtout le style de Yasuhiko. Si c'est bien Yasuhiko, j'espère que je mélange pas. Et je retrouve surtout sa patte. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un cara designer dessus, bah, il a rendu hommage au cara design de Yasuhiko, pas plus, quoi.
Il y a Agekilu qui nous dit: ça m'avait manqué de noter des films avant en t'écoutant. Tu m'avais fait découvrir Mind Game qui reste un de mes films d'animation préférés. Ouais, grand film Mind Game. Très grand film. À voir absolument. Il y a aussi les Satoshi Kon hein, pour ceux qui cherchent des films d'animation intéressants. Je sais qu'aujourd'hui, les films d'animation intéressants, c'est des films comme Your Name, mais je vous assure que Your Name ne fait pas partie des films d'animation japonais les plus intéressants. Déjà, regardez les vieux Ghibli, c'est-à-dire les pré-Mononoke Hime de Miyazaki. Ce qu'il a fait avant Mononoke Hime était incroyable, vraiment. Après Mononoke Hime, c'est la retraite en fait, il était fatigué. Mais surtout, ouais, Satoshi Kon, regardez Perfect Blue si vous l'avez jamais vu. C'est son meilleur, Perfect Blue. Et moi j'aime beaucoup Princess Millennium, si vous pouvez le voir. Il a fait une série qui s'appelle Paranoia Agent aussi, qui est vraiment très très bien, Satoshi Kon. C'est sûrement les 3 œuvres que je préfère de lui. Voilà, c'est Perfect Blue, Princess Millennium, Paranoia Agent, c'est ce qu'il a fait de mieux. Voilà. Après le reste est pas mal non plus, hein, mais ces trois-là, c'est mes préférés. Voilà, bah il y a Dr. Hachat qui nous dit Perfect Blue. Voilà. Gerbi me parle de quelqu'un que je ne connais pas. Tu connais l'autrice Takashi Shina? Pas du tout. C'était une fan de Rumiko Takashi, j'imagine, devenue son premier manga connu. Et Zetai Karen Children. Plus récemment, elle a fait un spin-off de Inuyasha d'ailleurs. C'est l'un des premiers mangas que j'ai lu. Bah déjà, je suis pas très fan de Inuyasha en fait. Moi, Rumiko Takashi, pour moi, ça s'arrête il y a très loin. Ça s'arrête à Maison de Coucou. Moi j'ai bien aimé pour l'époque en tant que gag manga des années 70. Hein. Dans le contexte, Urusei Yatsura était intéressant parce que c'était un ressucé de l'école. Ah, c'est comment l'école indécente? C'est pas, j'ai pas le bon mot. De Gonagai. Il y a un côté Gonagai en fait, très fort dans Urusei Yatsura, que je ne percevais pas avant de découvrir Gonagai. Et donc j'ai beaucoup aimé Urusei Yatsura, le manga, en tant que gag manga des années 70. Aujourd'hui, je vous le déconseille. C'est pas drôle. Aujourd'hui, ça a mal vieilli. C'est pas intéressant. Et surtout Maison et Coucou, qui est pour moi son meilleur manga. Voilà. C'est ce qu'elle a fait de mieux. Et après Maison et Coucou, pour moi, il y a une descente. Quoi. C'est moins intéressant. Que ce soit Ranma, Inuyasha, c'est celui qu'elle a fait après, la Rin, quelque chose, le tout dernier. Je m'ennuie en lisant. Voilà. Pour moi, Rumiko Takahashi, c'est surtout Maison et Coucou. Et pour Urusei Yatsura, il faut regarder la série. Et la série, c'est surtout Oshi, Mamoru Oshii. Donc voilà. Rumiko Takahashi, c'est Maison Ikoku. Et, et après, Urusei Yatsura par Oshi. Parce que c'est. Oshi, il a envoyé le manga sur la lune, quoi. Tout simplement. L'école impudique, merci Naibi. Voilà. Et pas indécente. Que je vous conseille pas non plus. Hein. Gonagai, ça a beaucoup vieilli. Ah, je suis désolé pour les fans de Gonagai. Il est intéressant historiquement. C'est-à-dire qu'il faut connaître par contre. Parce que Gonagai, il a posé des bases. Hein. Je le redis, vous doutez pas à quel point Gentaro Miura, donc Berserk, a été influencé par Gonagai. Vous vous en doutez pas. Faut vraiment, quand on a lu Gonagai, qu'après on lit Berserk. Récemment, je parlais avec Naibi, qui est là d'ailleurs. Bienvenue Naibi, elle est sur le chat. Donc on a une célébrité, hein, profitez-en pour lui poser des questions ou parler avec elle. Et il y a récemment, je cherchais une case. Je cherchais un mouvement, je sais plus quoi, un truc particulier dans un manga de Berserk. Et j'ouvre une planche. Et j'ai été choqué, quoi. C'était carrément une case de Gonagai. Carrément une case de Gonagai. Avec le sourire à la Gonagai, le dessin à la Gonagai. Et j'ouvre le bouquin, je le montre à Inaibi, je lui dis regarde ça. Carrément, il y a une planche, c'est une planche de Gonagai. Donc Miura a été marqué par Gonagai, mais à mort. Je le redis, la force de Miura, c'est pas Miura. La force de Miura, c'est que. Et c'est une force aussi, hein, c'est un maître Miura. C'est que Miura, en fait, s'est inspiré de plein de trucs. Pour faire l'âge d'or, il s'est inspiré de tout ce qu'il a aimé. Ce qui est dommage, c'est qu'après, bah, du coup, il n'avait plus rien. Et ça se sent, quoi. Après l'âge d'or, il n'y a plus que Miura tout seul. Et Miura tout seul, ça vaut pas Miura passionné. Le Miura passionné qui rend hommage à toutes les œuvres qu'il a aimées, c'est-à-dire le château de l'araignée de Kurosawa, donc Macbeth, c'est-à-dire Versailles Nobara, c'est-à-dire de Gonagai, il y en a deux, mais principalement je citerai Devilman. C'est-à-dire plein de choses en fait. Il s'est inspiré de plein de trucs quoi. Et ça a donné un manga que je considère comme l'un des tout meilleurs. L'âge d'or de. Souvent d'ailleurs je parle plus de l'âge d'or que de Berserk moi. Le Golden Age, pour moi, il est sûrement dans mon top 3 des plus grands mangas jamais écrits. Hein.
Voilà. Mais après, par contre, du coup, bah, la chute est quand même radicale, quoi. Ensuite, on n'a plus ça. Même si Kentaro Miura est toujours intéressant, c'est plus pareil. Et Naibi qui dit qu'elle est là, mais elle a le son en retard. Est-ce que vous avez du son en retard, vous? Kara nous dit j'ai vraiment du mal avec le gag manga à la Rumiko Takahashi. Trop de codes humoristiques, 1000 fois trop utilisés, ça en devient un cringe. Je suis tout à fait d'accord. Le truc c'est que si on lit Urusei Yatsura dans les années 70, bah, en fait il est pionnier. Urusei Yatsura, bah, comme l'école impudique, c'est des pionniers dans leur genre. C'est-à-dire qu'ils ont amené une forme d'humour que les autres n'avaient pas. Et par contre, après, ça a été tellement réutilisé qu'aujourd'hui c'est illisible. Relire Urusei Yatsura aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Parce que tu vas te dire, bah c'est pas drôle. Voilà. C'est pour ça que je le dis toujours, Urusei Yatsura, c'est 200 épisodes. Il faut éviter les 50 premiers qui sont trop proches du manga, de la Rumiko Takahashi. Il faut éviter les 50 derniers épisodes qui sont trop proches. Je dis 50, mais c'est à peu près, hein, vous pouvez aller un peu plus loin, quoi. Mais à peu près la cinquantaine de derniers épisodes, pareil, qui retombent sur l'adaptation du manga. Donc pour moi, ils sont un peu fainéants. Mais par contre, du 50e au 150e, approximativement, hein, c'est autour de 50, autour de 150. Là, vous avez plusieurs grands réalisateurs qui se succèdent, dont Oshii, donc Kazuno Ito à l'écriture, et là par contre c'est une tuerie. Moi c'est ma série préférée. Encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que quand je revois les épisodes entre 50 et 150, je suis soufflé. Encore aujourd'hui, je suis épaté. Je me dis c'est pas possible d'avoir fait ça. C'est pas possible qu'un mec ait osé faire ça. C'est pas possible qu'Oshii se soit lâché à ce point. Voilà. Je suis toujours épaté de revoir cette série, il n'y a rien à faire. C'est ma série préférée. Voilà. Après, je pense que dans ma série préférée, il y a sans doute Senseiya pour la musique, parce que je trouve que les musiques sont tellement folles. Il y a sans doute Hunter x Hunter aussi, qui aujourd'hui, c'est une série que je revois avec plaisir. C'est sûrement la série qui vieillit le mieux, même encore aujourd'hui. Il y a Yakitate Japan aussi, qui est une série que je revois de temps en temps, qui est la série humoristique qui me fait encore rire. Et attendez, il y a Diablo qui m'appelle. Il sait se faire. Il sait je sais pas comment dire. Il sait se rappeler à nous. Voilà. Diablo 4 sait se rappeler à nous, il est très fort. Donc je vais le voir, je vais le voir. J'arrive Diablo, j'arrive. Après je le comprends. Je le comprends parce qu'il me dit mais attends t'es censé jouer là. Il le prend mal, voilà. Diablo 4 le prend mal, voilà, ça y est, je le relance. Pour ceux qui se disent mais en fait c'est une vidéo. Il joue pas donc ça doit être qu'une vidéo. Mais si non, il y a le jeu. C'est vraiment le jeu. Je me donne ce mal quand même. Vous êtes devant le jeu. Et Chumki nous dit la fin de Yakitate Japan. Oh là là. Il y a de bonnes choses quand même à la fin. Il y a de très bonnes choses. Moi je trouve qu'il y a. C'est vrai que le dernier arc est moins intéressant que les précédents. C'est normal. Au bout d'un moment, ça fatigue. Mais il y a quand même de très très bonnes choses. Je pense par exemple les mains polaires. Parce que le héros il a les mains solaires. Le héros il a les mains qui chauffent. En fait, quand il fait la cuisine, parce qu'il fait du pain, il a les mains qui, à cause de ses muscles, ses mains chauffent petit à petit, mais elles chauffent plus que la normale. Du coup, on appelle ça des mains solaires. Ce qui permet en gros, hein, c'est ce que raconte le manga, hein, ça active la levure en fait, dans le levain dans la pâte, et donc ça lui permet de faire un meilleur pain. Et il affronte il a une ennemie, et elle en fait elle fait des desserts, et elle a les mains polaires. Alors, déjà le jeu de mots en français, les Français ont trouvé un mot génial, solaire polaire. J'ai trouvé ça excellent. Et en fait, du coup, elle fait des desserts et comme elle a les mains froides, désolé, mais pour moi, ça, c'est des coups de génie. Les mains solaires contre les mains polaires, j'ai trouvé ça merveilleux. À un moment, ils vont en France, ça doit être l'avant-dernier arc, où ils sont en France, ils affrontent des cuisiniers français. Et je crois que c'est les cuisiniers français, ils sont trois et c'est trop bizarre. En fait, c'est une espèce de créature, en fait, c'est trois mecs montés les uns sur les autres. Et ils bougent leurs doigts comme ça pour montrer qu'ils ont des mains hyper souples. C'est n'importe quoi, c'est merveilleux. À un moment, c'est l'équivalent de Krillin en fait. Il y a le personnage comme ça qui est pas aussi doué que le héros, mais qui suit le héros. Et il doit il y a un tournoi, il doit affronter un gars. Et c'est génial parce que la série nous fait bien comprendre que oui, c'est pas le héros, oui, il est pas aussi doué, donc ça va être dur pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait au lieu d'inventer un pain, au lieu d'inventer une recette, il fabrique une nouvelle forme de moule pour faire un gâteau, avec une orientation, avec un angle, pour que la pâte monte plus lentement. Du coup, son moule est un peu plus haut. Et donc, on le voit, il forge.
les autres sont en train de s'entraîner et il a un marteau et les gens, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il fait un nouveau moule et grâce à ça, il arrive à gagner, c'est génial. C'est des vraies idées, c'est des vraies idées de shonen que les shonen d'aujourd'hui n'ont plus. Dans Yakitate Japan, il y a des idées de shonen incroyables et il y en a tout le temps. Et aujourd'hui, les shonen n'arrivent pas à faire ça. Jujutsu Kaisen, il n'y a pas une idée. Non mais, je suis pas en train de dire que c'est pas bon, Jujutsu Kaisen. C'est-à-dire que techniquement, il n'y a pas une idée. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est pas mon cœur qui parle là. Là, c'est mon cerveau. C'est-à-dire que scénaristiquement, il n'y a pas une idée. Jujutsu Kaisen, mais il y en a plein. Hein. Bleach, il n'y a pas d'idée. Bleach, c'est des mecs, c'est ah, mais je vais faire un pouvoir plus fort que le tien. Il n'y a pas d'idée. Tu sais, au contraire de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter est claffé d'idées. One Piece, c'est pareil. Mais je suis pas en train de dénigrer les œuvres. Hein. C'est juste que c'est des œuvres qui ont. Leur intérêt n'est pas là. C'est-à-dire que Oda, son truc, lui, c'est pas d'avoir des idées. Son truc, c'est d'être amusant, d'être fun, de partir à l'aventure. Et il le fait très bien. Hein. C'est un très bon manga pour ça, One Piece. Mais du coup, il n'y a pas d'idée. Black Clover, il n'y a pas d'idée. Fairy Tail, il n'y a pas d'idée. Mais il y en a plein. Hein. C'est pour ça que je les critique pas. C'est un genre. Et attendez, on n'est pas obligé d'avoir des idées pour faire un bon manga. Hein. Voilà. Il y a qui d'autre comme ça? Il y a qui d'autre? Demon Slayer, il n'y a pas d'idée. Voilà. Et donc, quand tu vois Yakitate Japan, on te présente ça, on te dit c'est un manga comique, c'est de l'humour, c'est un mec qui fait du pain. Tu te dis, bon, ok, je vais le regarder, mais ça va pas être terrible. Et il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées, quoi. À un moment, il y a, vous savez, la scène d'entraînement. Vous allez voir, c'est Orion. Dans Orion, il y a Ranouille, j'avais jamais fait le rapprochement, mais parce que c'est pas un vrai rapprochement, mais bon. Il y a un moment, Ranouille, il affronte un cheval. Voilà. No spoil. Dans le volume 3, il y a une séance d'entraînement contre un cheval. Et dans Yakitate Japan, à un moment, ils doivent faire du pain. Et il y a un cheval, en fait, c'est son... Alors, le gars qui les entraîne, il a un cheval. Et il prend du pain, et il fait des boulettes avec. Et il jette la boulette, le cheval les mange. Comme ça, il attrape la boulette de pain. Et les héros font pareil, ils font des boulettes avec leur pain. Et le cheval, il en veut pas. Et en fait, le truc pour arriver pour arriver à prouver que le pain est bon, c'est d'arriver à faire une boulette de pain que le cheval mange en fait. Parce que le cheval est capable de sentir si le... Bon, je sais plus, c'est un cheval qui sent la levure, c'est assez amusant. Et c'est des idées folles quoi. Il y a un moment, ils font une... C'est pour vous dire, les idées géniales. Ils font un croissant, ils doivent faire un croissant. Et le héros, il fait un croissant, le croissant, il est tout cramé. Et tout le monde est là, mais c'est pas possible, ça pue quoi. Ils font, mais c'est pas possible. Donc c'est super drôle. Tout le monde a honte quoi. Ils ont honte. C'est vers les premiers épisodes en plus. En plus, ouais, c'est vers les premiers épisodes. Tout le monde a honte et il se dit, mais c'est pas vrai, il est trop nul. Et il sort son croissant cramé tout noir comme ça. Et il prend un petit marteau et il tape dessus. Et il explique qu'en fait, c'est un croissant, je sais plus, c'est un croissant genre à 1000 couches. Ouais, parce que vous savez, c'est un croissant en fait, c'est les petites couches de pâte quoi. Et en fait, lui, il en fait 1200 couches et les 200 du dessus crament. Et avec un petit marteau, il enlève. Et du coup, il enlève la couche de cramé, elle se brise et dedans, il y a un croissant qui brille. Ils sont tous là, waouh. Le coup des couches de croissant, c'est génial. Non mais je vous le dis, c'est divin. Yakitate Japan, c'est divin. C'est une tuerie. Moi, en tant que scénariste, hein, je vous dis ça. C'est-à-dire que je vous dis pas ça en tant que spectateur. J'adore Yakitate Japan, mais c'est pas le spectateur qui parle. C'est le scénariste. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune émotion. Je vous en parle froidement. C'est-à-dire qu'en tant que scénariste, je suis bluffé. Le mec, il a une idée. Il a une idée par scène. Moi, je suis à genoux. Je me dis, putain, il est fort, le gars. Ah, il a des idées, le mec. Tout le temps. Je trouve ça brillant. C'est hyper brillant. Voilà. Si vous voulez voir un manga qui n'est pas un shonen, mais qui donne des leçons au shonen, regardez Yakitate Japan. Ça, c'est... voilà. Si un jour vous écrivez un manga, il faut écrire un truc comme ça. Voilà. Je dis pas qu'il faut copier il faut pas copier Yakitate Japan. Non, il faut s'enfermer comme le mec qui a écrit Yakitate Japan et essayer d'avoir des vraies idées originales. Et après, il faut en avoir plein. C'est le problème. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Il y a Clems qui dit je vais regarder Yakitate. Ah, je te le conseille. Même les musiques sont cool. Tout est bon. Ouais, c'est feuilleté, nous dit Naibi. Voilà, la pâte du croissant est feuilletée. Donc il y a plein d'idées comme ça. Il y en a un qui fait un... Ils doivent faire un moment, ils doivent faire des biscuits ou des gâteaux aux fruits de mer. Et il y en a un, il fait un crabe. Et il sait qu'il est moins bon que les autres. Et sa combine, c'est de se rattraper sur la forme. Du coup, il fait une forme de crabe. Et il est devant le public. Et il appuie sur le crabe. Et en fait, ça fait marcher le crabe. Vous voyez, parce que ça lui tord les pattes. Parce que c'est une espèce de gros beignet. Et du coup, le crabe, il se déplace. Ça fait... C'est-à-dire que comme le mec est pas très bon, il sait que niveau goût,
il sera pas aussi bon que les autres. Il a fait une gimmick. C'est un peu comme Nintendo qui vendait la Famicom et il mettait un petit robot avec, vous voyez? Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, tiens, le mec, il a conscience qu'il est un peu moins bon que les autres pour le goût. Du coup, il se rattrape sur la forme. Et même ça parle des mangas, quoi. Les mangas qui sont pas très bons sur le fond. My Hero Academia, le fond de My Hero Academia est pas très intéressant. Mais la forme, c'est une tuerie. Le mec, il est pas con. Il se dit, bah, je suis pas Yoshiro Togashi, je suis pas Akira Toriyama, et je serai jamais Araki, donc l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure. Il se dit, je serai jamais ces gars-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me donner beaucoup de mal et je vais faire des trucs super bien dessinés. Et My Hero Academia, c'est une tuerie. Le dessin, c'est une tuerie. Le mec, il a tout compris. Il s'est dit, bah, je vais travailler sur mon point fort. Je vais exploiter mon point fort, comme ça on verra moins mon point faible. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on n'est pas bon au scénar, il faut faire des planches de tueurs. Voilà. Là j'ai en tête un manga français. Je dirais pas son nom parce que du coup ça voudra dire que le mec est pas bon scénaristiquement. Et comme j'ai pas envie de faire de tort à des auteurs de manga français, parce que c'est très dur de faire du manga en France, mais visuellement c'est une tuerie. Voilà. Techniquement ce qu'il fait, il se donne un mal de chien. Et techniquement, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais après, par contre, à lire, non. Voilà. Il y a des gens qui me proposent des titres. Non, j'ai dit que je voulais pas faire de tort, donc je dirais pas. Mais j'ai dit que c'était techniquement une tuerie, par contre. Techniquement une tuerie, il n'y en a pas beaucoup, des mangas français. Techniquement une tuerie. Ouais, il y a Paisible qui dit Orion. Il y a un Radiant aussi qui est cité. Vous êtes plus dans le move là. Vous avez techniquement une tuerie, il n'y en a pas 36. Hein. Vous devriez trouver en vérité, mais je le dis pas. Je le dis pas parce que je trouve que le mec est bon. Le mec est bon et je trouve que ce serait honteux de l'attaquer sur le scénario. J'aurais honte de faire ça. De dire ce qu'il écrit est nul, etc. Je m'en fous. Là on s'en fout. Le mec est bon, il est bon point. Donc pour moi ça rattrape. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire sur Demon Slayer, non pas Demon Slayer, sur My Hero Academia. My Hero Academia, du coup, moi, j'attaque pas parce que graphiquement, mais c'est un peu comme One Piece. One Piece, je suis pas fan des designs des personnages, mais je trouve qu'Oda, il a un style qu'il est le seul à avoir. Donc pour moi, c'est inattaquable. Voilà, donc moi, ça a beau ne pas être pour moi, One Piece, je respecte. Parce que le mec, il fait un truc que les autres ne font pas. C'est un vrai artiste. Voilà. Oda est un vrai artiste. Je respecte ça. Donc du coup, bah, je vais pas séparer le scénario du dessin. Parce qu'un manga, souvent, c'est plus du dessin que du scénario. On va pas se mentir. Hein. Les Japonais, c'est pas des flèches hein, scénaristiquement. Hein. Donc non, non, moi j'ai rien à dire. Le mec, il se donne du mal. Du coup, bah, il a réussi. Il a fait un bon manga. Point. Faut vraiment être. Je trouve qu'il faut être vicieux et quelque part, il faut être malsain, je trouve, pour essayer de démonter un manga en juste, vous voyez, en cherchant juste la petite faiblesse. Non, si le mec a fait un bon taf, il avait un bon taf. Regardez l'atelier des sorciers ou des sorcières, je sais plus, l'atelier des sorciers, vous voyez. C'est un manga super bien dessiné. Je baille en le lisant, mais jamais j'en dirais du mal parce que c'est super bien dessiné. Voilà, la fille qui fait ça, je crois que c'est une femme qui fait ça en plus, elle est vachement forte. Arrêtez vos bêtises, je lis des bêtises sur le chat. Arrêtez de proposer n'importe quoi. J'ai dit techniquement réussi, ne proposez pas n'importe quoi. Shadow nous dit les japonais sont pas des flèches. Ah, scénaristiquement, oui, c'est prouvé. Hein. Et ils le savent. Hein. Scénaristiquement, ils ont quelques fulgurances. Et les fulgurances, elles sont occidentales. Hein. Ils ont Kurosawa, qui écrit comme un occidental. Ils ont Tezuka, qui écrit comme un occidental. Tout le monde le sait, hein. Enfin, c'est pas nouveau. Hein. Téléchargez 100 films japonais, regardez-les, vous allez souffrir. Hein. Téléchargez 100 dramas japonais, vous allez souffrir. Vous en trouvez un bien dedans. Scénaristiquement, les japonais, c'est pas des flèches. Ça, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est leur truc à eux, c'est ils ont leur grand talent, les japonais, c'est qu'ils savent raconter. Mais ils racontent rien. Mais par contre, ils sont tellement forts pour raconter et pour dessiner qu'ils te racontent rien, t'as l'impression qu'ils te racontent tout. Et ouais, mais c'est aussi un talent. Les japonais, ils te font un manga, tu commences à la première case, tu finis le bouquin, t'as la dernière case, tu l'as pas vu passer. Et t'es là, waouh! Et en fait, ce que ça raconte, le lendemain, tu l'auras oublié. C'est comme bouffer un burger, quoi. Le burger, tu le manges, tu sors de là, t'as encore faim. Les mangas, ce qu'il y a dedans, c'est pas intéressant, en termes de récit. Par contre, en termes de forme, et en termes de narratif, en termes de storyboard, c'est incroyable. Tu as l'impression d'avoir vu un dessin animé alors que tu as lu un manga, quoi. Mais non, ce que ça raconte, c'est rarement intéressant. Résumez n'importe quel manga, vous allez voir. Même vous allez vous surprendre, vous allez dire, ah ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas
Bah non. C'est juste que c'est de la magie, les mangas. Ils arrivent à vous duper. Voilà. Il y a Grimjo qui dit ils aiment bien repomper ce qui marche. Ouais, non, mais ça, par contre, excuse-moi, Grimjo, tout le monde le fait. Hein. Les Américains, pas moins que les autres, les Français aussi. Enfin, ça, par contre, moi, je leur jette pas la pierre, tout le monde le fait. À la limite, la seule chose que je dirais des mangas au Japon, c'est que ils s'entre-inspirent. Ouais, j'invente un terme. C'est-à-dire que les mangakas s'inspirent entre eux. Et par contre, eux, c'est permis. Hein. C'est normal. Hein. Quand on prend Urusei Yatsura, je le disais juste avant, c'était l'école impudique. C'est permis. Hein. Elle s'est pas faite attaquer par Gonagai. Et c'est pas les seuls. Hein. Les Japonais n'ont pas de problème avec l'inspiration entre eux. Voilà, c'est-à-dire que après Dragon Ball, bah, il y a eu plein de trucs qui ressemblent à Dragon Ball. Toriyama, il a attaqué personne. Ça passe, ça en fait. Au Japon, ça passe. Mais c'est pas de la copie, c'est juste que les Japonais considèrent que quand l'un d'eux apporte une idée, elle s'arrête pas à un seul individu. Les autres peuvent l'exploiter. En Occident, on pense pas comme ça. En Occident, on pense que quand il y a une idée, il faut la déposer, il y a des droits, personne n'a le droit de l'utiliser, on va s'attaquer. Je vais vous donner un exemple. Il y a une boîte qui a fait un jeu qui s'appelait Fighter History. Putain, le nom de la boîte m'échappe. C'est une boîte japonaise. Zut. Ah, c'est pas Sunsoft, non. Bon, bref, on s'en fiche. Ils ont fait un jeu, c'est Fighter History, et ils se sont fait attaquer par Capcom, parce qu'à l'époque, on était dans les années 90. Ils ont considéré que Fighter History ressemblait trop à Street Fighter. Et alors c'est vrai, c'est-à-dire il y avait limite le même nombre de combattants, ils avaient des techniques qui se ressemblaient beaucoup, mais je trouve que c'est vache de les avoir attaqués. Et Capcom en plus à ce moment-là ils étaient riches, Capcom ils gagnaient un pognon fou. Je trouve que quand tu gagnes beaucoup d'argent, je pense à Walt Disney par exemple, fous la paix aux autres. Voilà. Et du coup Walt Disney, pour ça je les aime pas du tout. Voilà. Et pas que pour ça. Pour des tas de raisons, Walt Disney ils sont déplorables. Même artistiquement il y a des trucs déplorables chez Disney, mais bon, qu'importe, on va pas en parler. Et donc ils ont perdu le procès au Capcom. Ouf. Ouf. S'ils avaient gagné, on n'aurait jamais eu les Fatal Fury, King of Fighters, Groove on Fight, Waku Waku 7, bref, d'autres très très bons beat'em up. Et, enfin, on dit versus fighting maintenant, d'autres versus fighting. Et ça aurait été triste, parce qu'il y a eu des chefs-d'œuvre hein, en termes de versus fighting, hormis Street Fighter. Donc voilà, il faut pas moi je suis pas trop pour qu'une boîte décide que un truc lui appartient et que les autres n'ont pas le droit de faire la même chose. Vous savez qu'il y a des brevets qui sont débiles hein, dans le monde du jeu vidéo. Par exemple, Sega a le brevet du changement de caméra sur les jeux de voiture. Ça, vous savez, quand les racing games, quand vous jouez à un jeu de bagnole, vous pouvez quitter la vue cockpit et passer en vue au-dessus, voire une vue encore un peu au-dessus. Souvent, il y a trois vues. Depuis Virtua Racing, en fait, c'est Virtua Racing qui a lancé le truc, on peut avoir trois vues comme ça. Et ben, si jamais vous voulez avoir trois vues, vous devez payer des royalties à Sega. C'est absurde. Tout ça parce qu'on sort du cockpit comme ça. Et en fait, il y a des royalties stupides, il y a des brevets stupides qui ont été déposés dans le monde du jeu vidéo qui empêchent plein de gens de faire des jeux. Voilà. Tout ça parce qu'il y a des mecs qui ont le brevet du... Il y en a un qui est bien débile aussi, c'est... Alors, attendez, il est assez incroyable. C'est par rapport à l'interface. Vous savez, quand vous allez dans le menu, il y a un truc avec le menu, avec l'interface. Genre si l'interface elle apparaît sur le jeu ou à moitié du jeu. C'est une bêtise. Et t'as pas le droit de le faire parce que si tu le fais, eh ben, c'est une autre société qui a déposé un brevet là-dessus. Moi je pense qu'il faudrait péter tous ces brevets. Honnêtement, il faudrait tous les virer. Parce que ça empêche des gens de faire de vrais jeux quoi. Demain vous allez faire un jeu, on va vous attaquer, vous dire un petit jeu indépendant. On va vous attaquer parce que ah regarde, on peut changer de caméra, bah, c'est Sega qui détient le brevet. Bah, c'est stupide. C'est stupide. Alors MT dit les brevets sont toujours stupides quels qu'ils soient, c'est un peu fort. Je pense qu'il y a des gens qui ont de vraies idées, hors normes, et qui ont des brevets dessus. Mais hélas, il y a aussi des gens qui ont des idées qui sont banales, quoi, que n'importe qui aurait. Genre, si c'est pas Sega qui avait fait un changement de vue sur la voiture, ça aurait été Namco, enfin, si Namco l'avait pas déjà fait d'ailleurs. C'est idiot d'avoir déposé un brevet là-dessus. Street Fighter sur les jeux de combat, c'est pareil. Tu peux déposer des brevets sur, à la limite, qu'est-ce qu'ils ont inventé, peut-être... Et encore. Il n'y a pas grand chose à inventer parce que Street Fighter, finalement, c'était le dernier descendant de toute une lignée de jeux. La force de Street Fighter, c'est de nous avoir permis de jouer avec beaucoup de personnages. Parce qu'avant Street Fighter, le maximum c'était 2. Et oui, même le premier Street Fighter, hein, Street Fighter 1, ce qu'on appelle on appelle Fighting Street quand on a une PC Engine. Même Street Fighter 1,
il n'y avait que deux personnages, hein, vous aviez Ken et Ryu, c'est tout. Et avant ça, si vous jouiez à International Karaté, à Yar Kung Fu, c'est pareil, c'était un, voire deux personnages max. Et quand Street Fighter 2 est arrivé, la vraie folie de Street Fighter 2, c'est qu'on pouvait jouer avec tous les persos, sauf les boss, qui sont débloquables ensuite, hein, comme vous le savez, dans l'édition suivante. Mais c'est comment la Champion Edition, c'est ça. Et c'est ça qui était fou. C'est-à-dire que déjà c'était un jeu incroyable techniquement, Street Fighter 2, et en plus il y avait plein de personnages, quoi. Il y avait au moins 8 personnages dès le départ. Un vrai roster, un vrai bon roster. C'était fou, quoi. Et c'était du jamais vu. Voilà. Mais tu vas pas déposer un brevet là-dessus. Je sais pas comment dire, il y a une espèce d'évolution logique. Donc je crois pas que tous les brevets soient stupides, mais je pense qu'effectivement beaucoup de brevets le sont. Ijamki nous dit les brevets, c'est aussi les mecs qui trouvent des remèdes contre le cancer et qui les vendent une fortune alors que ça coûte rien à produire. C'est pour ça que je dis ça. Ah, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un très bon exemple, effectivement. Les brevets sur les médicaments, ça devrait être interdit. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je pense pas que tous les brevets soient. Je vais pas généraliser. Mais tu as raison, la majorité des brevets sont stupides. Surtout dans notre époque éminemment capitaliste où le but c'est de faire de l'argent, où on dépose des brevets pour tout et n'importe quoi. Une fois, je regardais un. C'est juste pour vous faire. C'est drôle ce que je vais vous dire. Je regardais un podcast de gars qui parlent de. Alors c'était les mecs de Gamecult, les survivants. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ils appellent ça, leur émission. C'est Gaijin Dash. Gaijin Dash. Mais je sais pas si ça s'appelle toujours Gaijin Dash. Bref. Mais je crois qu'il y a toujours Gaijin dedans. Et il continue en fait. Gamecult est mort, mais heureusement il continue ça, ce qui est très bien d'ailleurs. Souvent c'est des émissions intéressantes à regarder. Parce qu'il y a Grégoire Hello qui a une bonne culture. Donc une bonne culture sur le Japon. Donc c'est souvent intéressant à regarder. Donc de temps en temps j'en regarde. Et à un moment, il y a un des trois qui dit des mecs qui font un podcast pour parler de vieux animés japonais et de jeux vidéo, on devrait déposer le brevet. Et ça m'a fait rire, je me suis dit, bah moi je le fais et je suis sans doute pas le seul. Hein. À mon avis, on est des dizaines à le faire. Donc vous voyez les histoires de brevets, bah non. Souvent un brevet, tu le déposes parce que tu penses être le premier à le faire, mais en fait, il y a déjà des amateurs qui le font. On est rarement les premiers. L'histoire de je suis le premier, le premier manga à faire ceci, cela, c'est faux. On est rarement les premiers. Et même si on est les premiers, what quoi? So what? C'est pas intéressant d'être le premier. J'ai une phrase dans mon livre, vous savez le livre Pensée laconique que vous pouvez trouver sur Amazon, où il y a plein de phrases comme ça. Plus de 1200 phrases. Depuis le 30 juin, il y a plus de 1200 phrases maintenant dans mon livre. Et il y a une phrase comme ça qui dit l'essentiel n'est pas d'être le premier, mais d'être le premier à bien faire. Voilà, tout est dit. Parce que c'est facile de dire qu'on est le premier. Mais être le premier à bien faire, c'est plus compliqué. Ouais, par exemple, Radiant de Tony Valent, c'est le premier manga français qui m'a mis une claque. Le deuxième, il y avait aussi Appartement 44 de Dara. Voilà, mais ça, pour moi, c'est les pionniers du manga fait par des Français. J'ai pas dit manga français, attention, il y a une nuance. C'est du manga fait par des Français. Jusqu'à présent, on n'avait que du manga français. Et la première fois que j'ai vu un manga fait par un Français, ça a été Appartement 44 de Dara. Et la première fois où j'ai pris une vraie claque, parce qu'en plus c'est long, là il n'y a rien à dire, c'est Radiant de Tony Valent, qui est le premier manga fait par un Français. À ne pas confondre par manga français, qui est autre chose. Voilà, c'est un autre courant. Je respecte les deux, mais le manga fait par des Français me parle plus que le manga français. Voilà, merci Chris Frick, c'est Sumimasen Turbo maintenant. Voilà, je leur fais un peu de pub parce qu'ils sont doués. Ce qu'ils font est très bien, donc voilà. Plutôt que de dire du mal des gens pas bons, dites du bien des gens bons. Des gens, tiré, ou espace, bon. Ah, je vous vois venir. Il y a Nouvelastre, c'est joli Nouvelastre, qui nous dit l'ombre du Mordor et sa suite ont fait un brevet pour le système Nemesis. Eh ben, c'est très con. Parce que c'est un bon système qui mériterait d'être utilisé dans d'autres jeux. Alors, je pense par exemple à Dragon's Dogma 2. Ça aurait été bien si Dragon's Dogma 2 avait ce système. Donc voilà, oui, effectivement. Donc du coup, oui, les brevets, c'est idiot. Ichamki a généralisé, mais parfois il a raison, il faut généraliser. C'est comme quand je dis les politiciens sont tous des cons. Je sais bien qu'il y en a un ou deux qui ne le sont pas, mais il y en a tellement qui sont stupides que c'est bien. C'est comme dire tomber ça fait mal. Oui, de temps en temps vous tomberez, vous aurez pas mal. Mais en général vous aurez mal. Donc donner un coup de poing contre un mur, ça fait mal. Oui, une fois sur 100, peut-être que ça fera pas mal. Mais il y a ce que j'appellerais de la généralisation bienveillante. On va faire le politicien.
Aujourd'hui, en ce moment, ça joue beaucoup sur les mots. Je sais pas si vous avez vu récemment, j'avais vu sur Twitter les insurrections. Suite à la mort du jeune Naël qui n'est pas un enfant. Là aussi, c'est un truc. L'enfant Naël, c'est pas un enfant, il avait 17 ans. Et j'ai vu les insurrections. Mais les insurrections, c'est politique. Or là, c'est pas des mouvements politiques. Ce sont des émeutes. Voilà. Donc j'ai vu que maintenant, ils avaient rectifié. Ils utilisent le mot émeute. Mais au début, c'était insurrection. C'est honteux de parler d'insurrection. Les insurrections, c'est si les communautés avaient bougé quand on luttait contre la réforme des retraites. Voilà. Là, c'est une insurrection. Les gilets jaunes, là, c'est une insurrection. C'est-à-dire que c'est un mouvement politique. Alors que là, actuellement, c'est des émeutes, parce que c'est pas du tout un mouvement politique. Ce qui est dommage, parce qu'ils ont une petite force de frappe. S'ils avaient marché main dans la main avec les gilets jaunes ou avec ceux qui se battaient contre la réforme des retraites, peut-être que Macron aurait moins rigolé. C'est dommage. Voilà. Donc c'est un canon qui tire à l'envers et c'est bien triste. Je peux vous le dire, hein, les stratèges actuellement sont comme moi. Ils se disent, oh là là, quel gâchis. Des gens qui arrivent à se faire entendre comme ça. Des gens qui ont ce courage. Après, moi, je n'encourage pas les violences, évidemment. Évidemment. Mais des gens qui arrivent à se faire entendre comme ça, quel gâchis. S'ils avaient un peu de conscience politique, ils se battraient contre la réforme des retraites. Surtout que se battre contre la réforme des retraites ou avec les gilets jaunes, c'est aussi se battre contre les forces autoritaires françaises. C'est affronter les CRS, c'est affronter la police. Et c'est bien faire comprendre que ces gens-là dépassent un peu les bornes. Parce qu'ils sont au service d'une espèce de caste intouchable. Parce que le problème, il est là en fait. J'ai vu des gens on parle un peu politique, voilà. Des gens sur Twitter qui disaient ouais, à Marseille, c'est la guerre tout le temps. Là, on casse un supermarché et ça y est, les CRS arrivent. Bah oui, évidemment, puisque le supermarché appartient à quelqu'un qui a de l'argent. C'est un grand patron. Et oui. Et si vous touchez le bien des gens qui possèdent tout l'argent de France, si vous touchez les biens des possédants, là vous allez avoir de sérieux problèmes. Si vous voulez avoir de sérieux problèmes, ouais, casser des vitrines, etc. Parce que vous allez surtout taper sur des magasins ou des restaurants chics ou des grandes marques. Là, vous allez avoir de sérieux problèmes. Parce que la milice, la police protège en fait les biens de ceux qui détiennent ces biens. Voilà. Elle ne sert qu'à ça, la police. Il y a Shadow qui dit ah, le tournant politique de l'émission, bientôt la suppression. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Et Champi nous dit qu'il faut créer de la conscience de classe, absolument. C'est compliqué à faire, on est bien d'accord. Les médias et les politicards font tout pour éviter la conscience de classe. On est bien d'accord. C'est la conscience de classe, c'est la clé en fait. Moi je conseille d'écouter encore une fois Henri Guillemin. Par exemple sur la Révolution française, quand on sort d'Henri... C'est des podcasts Henri Guillemin, c'est des petits podcasts. 20 minutes, c'est super cool à écouter. Si vous aimez bien les streamers sur Twitch ou tout ça, là, voilà. Allez écouter Henri Guillemin, c'est comme un streamer. C'est comme un streamer sur Twitch, mais sauf que voilà, c'est quelqu'un qui parle de trucs très fun, que vous allez beaucoup aimer. Écoutez sur la Révolution française, sur Robespierre par exemple, sur les communards, je crois que c'est le mot. C'est la commune française. C'est très intéressant. Et après, vous sortirez, vous aurez une conscience de classe. Ouais, écoutez aussi Franck Lepage. Voilà. Et vous aurez une conscience de classe. Alors, c'est quoi une conscience de classe? C'est-à-dire que vous comprendrez que depuis des siècles et des siècles et des siècles, la France est divisée en deux. Il y a les possédants et il y a les exploités. Vous et moi faisons partie des exploités. Les possédants, c'est les Bernard Arnault, c'est Bolloré, c'est les gens qui dirigent le monde français et qui choisissent les politiciens pour nous diriger. Voire les papes à l'époque. Mais ça n'a pas changé en fait, c'est toujours la même chose. Et quand vous comprendrez ça, vous comprendrez que les politiciens sont pas du tout importants. C'est juste des mecs qu'on a choisis pour appliquer des lois qui sont décidées par les gens qui possèdent les richesses en France. Et la conscience de classe, c'est au moment où vous l'obtenez, vous comprenez que la droite et la gauche, c'est une illusion. C'est-à-dire que ça incite les gens à se battre sans raison. C'est-à-dire que c'est la droite qui se bat contre la gauche, ça n'a aucun sens. Parce que la droite et la gauche, c'est les mêmes gars en fait. C'est les gens au service des possédants. Et en fait, vous comprendrez qu'il n'y a pas de droite et de gauche, il y a un haut et un bas. Vous et moi, nous sommes en bas. Eux, les possédants, sont en haut. Et le vrai conflit, c'est entre nous et ces gars-là.
Voilà. Et pas de chance, et il se trouve que les communautés actuelles qui font du bruit ne comprennent rien de tout ça. Elles sont absolument dépolitisées. C'est-à-dire que le moment où il faut bouger, le moment où elles pourraient faire du tort à cet État qui les écrase et qui les entasse dans des ghettos, le moment où elles pourraient faire du tort à l'État, elles ne bougent pas. Et ce moment-là, ça a été les gilets jaunes, ça a été la réforme des retraites. Et là, on les a pas entendus, ils bougeaient pas. Et maintenant que quelque chose les a froissés, qui n'a rien de politique, c'est juste émotif, là on les entend. C'est dommage. C'est hyper triste. Pour moi, c'est comme s'ils faisaient le jeu des chefs d'État. Et d'ailleurs, en plus, en faisant ça, ils donnent des voix, à ceux qu'on appelle les fascistes, mais qui ne sont pas des fascistes, parce que l'histoire est plus compliquée que ça. Si on commence à appeler fascistes juste les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, alors tout le monde est fasciste. Mais c'est triste, quoi. Donc les gars, oui, il faut une conscience politique. Et oui, il faut une éducation nationale. Il faut éduquer les gens. Et là, on est mal, hein. Quand on voit où on est très très mal. Voilà. Ça, on a vraiment zéro conscience politique. En plus, on a inventé le système du vote pour faire croire aux gens qu'ils ont une conscience politique. C'est-à-dire que plutôt que de te taper des bouquins ou d'aller écouter des historiens, on te dit bah tu votes. Et si tu votes, c'est bon, t'as une conscience politique. T'as vu, c'est facile, hein. Pas besoin d'aller lire des bouquins d'histoire, d'aller étudier l'histoire de la France. Voilà, pas besoin de te renseigner, de lire des bouquins de politique. Pas besoin. Juste tu votes. Oh, c'est cool. Putain, c'est facile. J'ai juste à. Je pose le bulletin. Ouais, vas-y, lâche-le. Lâche-le. Tu regardes, lâche-le. Bam, ça y est, t'as une conscience politique. Et les gens qui votent, du coup, se permettent de dire à ceux qui votent pas non, non, mais attendez, vous n'avez pas voté, vous n'avez pas de conscience politique, vous faites rien pour la France, etc. Mais actuellement, quand on a une conscience de classe, ne pas voter, c'est prouver qu'on a un cerveau qui fonctionne bien, hein. Parce que voter pour la soi-disant gauche, la soi-disant droite, c'est jouer le jeu des gens qui sont au-dessus. Et il faut pas faire ça, parce que c'est un leurre. Les mecs nous proposent un match de catch américain. Le catch américain, c'est faux, hein. Tout est chorégraphié, hein. C'est pas des vrais matchs, hein. C'est de la danse, en fait, hein. C'est des gars qui ont appris par cœur leur chorégraphie. Il n'y a aucun match. C'est pas un match. Pour regarder un truc qui est chorégraphié. C'est-à-dire que les mecs savent déjà qui va gagner à la fin, hein. Ils l'ont déjà chorégraphié avant. Et donc les gens regardent ça en se disant mais qui va gagner. Mais c'est chorégraphié, les gars, on s'en fout de qui va gagner. C'est pas intéressant. Bref, donc il vous propose du catch, donc c'est le catch français on va dire, donc le catch américain, pour que vous disputiez pour savoir hey, c'est qui que je préfère, moi c'est Zemmour, moi c'est Macron. Mais c'est pareil tout ça. Ouais, moi c'est Le Pen, moi c'est Mélenchon. Mais c'est pareil tout ça. C'est du catch américain, qu'est-ce qu'on s'en fout. Les noms changent, mais c'est les mêmes serviteurs obséquieux au service du pouvoir. On s'en fout. Non, la question c'est de savoir est-ce qu'on veut renverser les possédants, ce qui est très dur à faire, ou est-ce qu'on veut les laisser continuer à nous prendre pour des idiots. Si tu votes, tu leur permets de croire que leur système fonctionne. Je crois qu'il n'y a rien de plus insultant que ça d'ailleurs. C'est-à-dire leur donner raison, leur faire croire qu'ils nous prennent pour des idiots et ça marche. Quand tu votes, en gros tu dis bah, je suis un idiot, ça marche, je suis un idiot. Non, il faut dire non quoi. De toute façon, que tu votes ou pas, ça change rien. Puisque c'est des gars qui détiennent le pays. Ils mettront toujours les gens qu'ils ont envie de mettre à la tête du pays. Attendez, il y a Diablo qui m'appelle. On dirait qu'il m'appelle de plus en plus rarement, peut-être une impression. Ouh, il est déjà 1h18. On ne va pas tarder à mettre les bouts. Ah, attendez, je retourne sur Diablo, qui aime bien m'appeler. Voilà, il se rappelle à nous, comme je le disais tout à l'heure. Mon petit Diablo. Donc ouais, vous faites pas avoir. Voilà. Ne soyez pas idiots. Ne tombez pas dans ce système de... C'est pareil quand on vous faire croire que c'est votre voisin le problème. C'est idiot. C'est pas votre voisin le problème. Le problème c'est le mec qui est au-dessus. Pourquoi les gens vous disent oui, l'immigration, les étrangers, etc. Mais ça se gère ça. On a un État qui est censé le faire. Si des gens ont des problèmes avec ces gars-là, alors le vrai problème c'est les gens qui gèrent ça. De toute façon dans un pays, le problème c'est toujours celui qui le gère. C'est toujours celui qui gère, c'est lui qui prend les décisions. S'il y a des conflits dans les banlieues, mais c'est les mecs qui prennent les décisions qui sont responsables. C'est qu'ils ont mal fait leur travail. C'est qu'ils ont parqué des gens qu'il ne fallait pas le faire. Les responsables de tous nos problèmes sont dans une baraque qui s'appelle l'Élysée. C'est-à-dire que tous nos problèmes viennent de ces gars-là. Donc d'abord, il faut régler ce problème-là. Il faut aller voir ces gens-là et régler ce problème-là. Puisque de toute façon, si on a des problèmes avec eux, on aura toujours des problèmes. Donc il faut régler nos problèmes avec eux et après on verra pour le reste.
Ouais, Yami-sama dit le concept du faux ennemi, quoi. Détourner le réel problème vers un faux problème. Mais c'est logique. Imaginez, moi je suis un mec tout puissant. C'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui choisis quel politicien va régner parce qu'il va servir ma politique commerciale. Donc je choisis mes politiciens, je vous fais croire que vous votez, évidemment. Donc je choisis deux, il y en a un, je l'appelle... Ah, au lieu de... Allez, je vais changer. Au lieu de droite et gauche, on va dire vert et bleu. Bon, on va dire droite et gauche, pour que vous compreniez. Mais bon, c'est pareil, hein, vert et bleu, orange et pomme, banane et fraise, j'en sais rien. C'est pareil. Bon, droite et gauche. Donc j'en prends deux, c'est les mêmes. Et il y en a un, je dis, bah, il y en a c'est droite, hein, et il y en a c'est gauche. Donc c'est pas les mêmes. Mais en fait, les deux sont à mon service. Du coup, je suis gagnant quoi qu'il arrive. Et je fais, ah là là, mais celui qui est à droite, lui il est pas content parce qu'il y a des immigrants en France. Et celui qui est à gauche, lui, il voudrait augmenter vos salaires, ce qu'il ne fera jamais. Ce qu'il ne fera jamais parce que sinon, le gars qui les a choisis perdait de l'argent. C'est des promesses tout ça, promesses électorales, voilà. Du coup, les gens se disputent et les gens se battent. Moi plus la droite, moi plus la gauche. Mais c'est le même. C'est le même gars qui est au-dessus qui vous a mis deux marionnettes. Une plus rouge, une plus verte, une plus fraise, une plus pomme. C'est la même. Ça ne change rien. Vous savez quoi? Faudrait faire... Moi, si je pouvais parler à toute la France, je dirais, écoutez, allez, on va faire un test. Aux prochaines élections, personne ne vote. Et vous croyez que ça va changer quoi? Rien du tout. Comme disait Coluche, si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Putain, mais c'est une phrase d'une intelligence rare. Si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Mais oui, ça c'est ça une conscience de classe. Vous ne pouvez pas mettre en danger les revenus des milliardaires français. Aujourd'hui, le plus grand milliardaire du monde, il est français. C'est dire à quel point ils ont réussi leur combine. Et c'est dire à quel point on se fait avoir. On ne peut pas endiguer ça. Les mecs sont surpuissants. C'est-à-dire que le mec qu'on affronte, c'est le plus grand milliardaire du monde. C'est le mec le plus riche du monde. On est dans un film de James Bond. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, quoi? C'est MAD. C'est l'organisation MAD. MAD, c'est Inspecteur Gadget, pardon. C'est... du coup, c'est Spectre dans James Bond. C'est l'organisation Spectre. On peut rien faire contre ça. Ça va être une vraie galère de débouter ça. Donc je sais même pas, je n'en trouve même pas de solution tellement c'est... Déjà, la première solution, c'est déjà d'aller dans la bonne direction. C'est que atteindre le but, c'est compliqué, c'est très loin. Mais au moins marcher dans la bonne direction. Déjà, arrêter de marcher dans la combine. Voter, mais c'est absurde. C'est leur donner raison. Donc déjà, ça, il faut arrêter. Par contre, faites ce que vous voulez, attention. Moi, ça me regarde, ça. Moi, j'arrête parce que j'ai compris ça. Mais vous, attention, je sais que vous avez une famille, les familles ont des dogmes. Les familles, elles ont des... Oui, quand les parents votent, les enfants votent. Hein, c'est comme les religieux. Hein, on n'est pas plus malin que les religieux, finalement. Les gens qui croient à la politique sont pas plus futés que ceux qui croient à Dieu. Hein, c'est le même principe. Hein. Ils croient dans des choses qui n'existent pas. C'est pareil. Il y a des gens, leur faire comprendre que le monde est dit, surtout disait, enfin en France surtout, pas qu'en France, mais en France c'est énorme. Il y a deux grandes castes en France, c'est les possédants et les exploités. Faire comprendre ça à quelqu'un, c'est très difficile. Hein. Il va se rebeller, il va dire non, 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 en France il y a la gauche, il y a la droite. Et il est endoctriné. Vous pouvez rien faire contre ça. Elle a expliqué à un religieux que Dieu n'existe pas, il va devenir fou. C'est pareil, dire à un mec que la droite et la gauche ça n'existe pas, il va devenir fou. Voilà. J'ai une phrase dans mon livre qui dit il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a que le haut et le bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, Paisible dit on engage Lupa et tout est bien qui finit bien. Si tu savais à quel point tu as raison. Lupa, c'est ma catharsis en fait. C'est marrant parce que quand j'ai créé Orion à l'époque, le vieil Orion, c'est notre association, il fallait créer une association pour ça. Elle s'appelait Association Catharsis. Voilà, donc comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et Lupa, c'est ma catharsis, ouais. Lupa, c'est le tueur à gage ultime, quoi. C'est le truc qui peut régler plein de problèmes, mais qui n'existe hélas pas. Il y a la chauve qui nous dit Coluche explique pourquoi les manifestations ne sont toujours pas interdites. Bah oui, évidemment, il faut que le peuple puisse avoir l'impression d'être libre. C'est-à-dire que c'est une illusion de liberté qu'on nous offre. La droite, la gauche, le droit de contester, la liberté d'expression. Mais on n'est pas du tout libre. Elle n'existe pas du tout, la liberté d'expression. Tu peux pas dire ce que tu veux. Sur les réseaux sociaux, va dire un truc. Par exemple, attends. Je vais te trouver un truc interdit à dire. Non, je peux pas parce que c'est tellement interdit que même moi je peux pas le dire. C'est tellement interdit que je peux pas le dire. Il y a des trucs qu'on peut pas dire. S'il y a des trucs qu'on peut pas dire, c'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà.
Donc ça veut dire qu'on n'est pas libre. Il y a des trucs qui sont interdits. Il y a des trucs, tu les dis, ton live peut péter, tu peux te faire le soft bloquer par Twitter. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Donc on n'est pas dans un état libre. Un état libre, on devrait avoir le droit de tout dire. De même, il y a des gens qui se disent pour la liberté d'expression, qui vont t'attaquer si tu dis un truc. Mais non. Si tu es pour la liberté d'expression, n'attaque pas ceux qui... Bah regardez Dieudonné. Dieudonné est la preuve vivante qu'on n'est pas dans un état libre. Dieudonné, c'était quoi? Vous vous rappelez de son sketch qui a fait qu'il a été censuré? Revoyez-le son sketch. C'est nullissime. Hein. C'est nullissime que le mec il ait subi autant de choses pour ça. Son sketch, vous savez ce que c'était? D'abord, c'est un sketch qu'il a écrit dans l'émission où il était invité. Il a écrit à la va-vite, déjà, d'une. C'est pas un truc qu'il avait pensé. Il a écrit pour faire le con avec ses potes parce qu'il y avait, à cette époque-là, il y avait... comment il s'appelle? Je ne retrouvais pas son nom. Bref. Le comédien français à qui il manque un bras, qui était dans Opération Cléopâtre, l'Astérix. Debbouze, Jamel Debbouze. Et en fait, il voulait faire rire Jamel Debbouze. Et donc, il s'est déguisé en terroriste. Et il s'est fait passer pour un terroriste. Alors, du coup, pour pas tomber dans le cliché du terroriste. Comment dire là, faut bien choisir ses mots. Du terroriste le plus connu, on va dire. Pour pas tomber dans le travers du terroriste le plus connu, il a créé un autre terroriste. Il a fait un terroriste israélien. Et encore là, je choisis mal mes mots. On va dire sioniste radical. Voilà. Il a fait un terroriste sioniste radical. Et il n'y a rien qui le montre. Il se mettait un foulard sur la tête. Il n'y a rien qui le montrait. Et à un moment, pour qu'on le comprenne, dans le sketch, il y a une ligne. Genre, il dit à un moment, il dit un truc genre, je sais plus exactement, je citerai pas, mais il dit un truc où on comprend, on se fait, ah d'accord, en fait c'est un terroriste sioniste radical. C'est tout. Et allez le voir, hein, il existe, il est sur YouTube, allez le voir le sketch. Et tu regardes les commentaires, les mecs disent, tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Vous savez quel est le vrai problème avec Dieudonné? En vérité, c'était pas qu'il ait dit ça. Le problème, c'est que c'est un mec puissant qui lui a dit non, je veux pas que tu dises ça. Et Dieudonné, il lui a dit, mais c'est rien du tout, c'est une ligne. Il lui a dit, oui, mais je suis puissant, et quand un puissant te dit de pas faire un truc, tu le fais et tu te tais. Et Dieudonné, il comprend pas, il dit, mais il y a une ligne. Et ça passe vite fait, en plus, c'est un sketch improvisé. L'autre, il dit, bon, bah, je crois que tu comprendras jamais. Et tu vois, comme tu veux pas comprendre, t'as un puissant, faut pas répondre. Ben, je vais te le faire ressentir dans ta chair. Voilà. Ce puissant, je pense que c'est Bernard-Henri Lévy. Je lâche des noms. Et je pense qu'avoir fait du tort à d'avoir refusé d'obéir à Bernard-Henri Lévy, ça pose de sérieux problèmes. Et ça a engendré tout ce bordel. En vérité, c'est pas pour son sketch que tout le monde lui en a voulu. C'est parce qu'un mec surpuissant n'a pas accepté que Dieudonné soit docile et qu'il se plie. Parce que les gens puissants, si leur puissance n'est pas effective, alors ils le prennent très très mal. Parce que quand tu es puissant, il faut que tout le monde t'obéisse. Sinon, bah, ta puissance te sert à rien. Et du coup, tu dis, oh, ça fait des années que je suis multimilliardaire, etc. Et des gens n'obéissent pas, c'est pas normal. Donc c'est plutôt ce gars-là qui a monté tout un... Pour moi, hein, c'est une vraie cabale, hein, sans mauvais jeu de mots, qui a lancé contre Dieudonné. Pour moi, tout le problème est là, quoi. Et il a fait de Dieudonné un antisémite. Et pas de chance, du fait d'en avoir fait un antisémite, il s'est fait attaquer par une communauté particulière, et il a fini par les attaquer en retour. Ce qui fait que dans l'acte, il a fini par sembler l'être antisémite, alors qu'il ne l'était pas au départ. Mais il s'est tellement fait attaquer, mais quand tu te fais attaquer, tu réponds. Forcément. Qu'il a fini par les prendre en grippe. C'est-à-dire qu'ils ont fini par nous le rendre antisémite. C'est ça qui est terrible. Il ne l'était pas au départ. D'ailleurs, Elie Semoun le dit, hein, ils avaient fait des sketchs là-dessus, ils ont rié. Mais je pense qu'Elie Semoun n'a pas toutes les informations, et pourtant c'est un proche hein, de Semoun. Mais allez étudier son cas, et c'est assez incroyable. Hein. Il y a le docteur Lacha qui nous dit, t'as fait toute une VOD YouTube, voire deux, sur ta chaîne là-dessus, je sais pas si elles sont encore dispo. Je crois qu'elles le sont plus, on me les a bloquées. C'est après avoir fait ma vidéo sur Dieudonné, qui était pas terrible d'ailleurs je trouve. Ça s'est très très mal passé sur ma chaîne. Voilà. Donc je le redis, voilà, il y a des sujets. Là, je prends un risque terrible, hein, juste de vous dire ce que je viens de dire. Pourtant, toutes les preuves sont sur YouTube, allez voir. Allez voir le sketch qui a tout déclenché. Je vous l'assure, vous arrivez à la fin du sketch, je vous dirai, vous le reverrez.
Mais vous allez vous dire, mais à quel moment il a dit un truc? Il y a rien, quoi. Il y a une ligne à un moment, mais putain, faut vraiment aller chercher, quoi. Incroyable. Il y a un autre problème aussi, si vous étudiez le cas Dieudonné, qui est très intéressant. Si vous vous intéressez à la liberté d'expression, à Coluche, etc., il faut étudier le cas Dieudonné. Dieudonné, en fait, il faisait de la politique à ce moment-là. Moi, je ne le savais pas à l'époque. C'est-à-dire que c'est un mec qui avait l'ambition de devenir politicien. Et je pense que c'est comme Coluche. Coluche, quand il a... Vous savez, Coluche, il s'est présenté aux élections. Et après ça, on lui a détruit sa carrière. Il y a un truc que les puissants ne supportent pas. C'est quand on joue avec les mêmes jouets qu'eux. Le monde politique appartient aux dominants, aux possédants. Et quand t'as un mec du peuple qui se dit bah moi aussi je veux devenir politicien, tu rentres dans la boîte, c'est la toy box, tu rentres dans la boîte à jouer du possédant. Et ils aiment pas du tout ça. Tu n'as rien à faire dans ce milieu-là, quoi, tu vois. Coluche en a fait les frais, et je pense que Dieudonné en a fait les frais. Je pense qu'en vérité, c'est pas tant je pense qu'elle a été une excuse. Ça a été juste une excuse, cette petite ligne là cachée dans son sketch. Ça a été la bonne excuse pour qu'un puissant le remette à sa place et lui dise oh, oh, tu te prends pour Coluche? Tu veux faire de la politique? Non, non, non. Tu feras jamais ça. Et il s'est fait casser les jambes. Voilà. Il y a Shadow qui dit j'ai pas souvenir, tu as été embêté après la vidéo sur Dieudonné. Bah, le problème c'est qu'il y a tout un enchaînement, il n'y a pas que ça. Moi je me suis disputé avec Machinima. Machinima c'est les mecs qui. C'était l'un des plus gros networks, même c'était peut-être le plus gros network de YouTube à l'époque. Et ils voulaient pas, j'avais un contrat avec eux, ils voulaient pas le briser, donc je vais pas refaire toute l'histoire. Et je me suis servi de mes followers pour le briser. C'est-à-dire que j'ai fait un truc pas gentil, mais j'avais pas le choix, hein. J'étais pris à la gorge, comme dit, comme dit la phrase, respecte la main qui te nourrit, mais coupe la main qui t'étrangle. Moi, c'est une main qui m'étranglait, j'en pouvais plus, quoi. Et donc je leur ai dit, hein, je leur ai écrit, s'il vous plaît, brisez le contrat, j'ai plus envie d'être avec vous, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai demandé à tous mes followers d'envoyer des mails, en fait, j'ai récupéré tous les mails que j'avais de chez Machinima, donc leur secrétaire et tout, j'en avais une dizaine, et j'ai offert mes mails publiquement. Et donc ils ont reçu des centaines de messages, des milliers de messages, quoi. Et ils n'en pouvaient plus, donc ils ont brisé mon contrat. Et au moment où ils ont brisé mon contrat, ils ont viré toute possibilité pour ma chaîne, déjà de gagner de l'argent, et à l'époque je gagnais de l'argent. Ils m'ont blacklisté, quoi. Ils ont tué ma chaîne. Et ça a été très compliqué. Il m'a fallu une semaine de combat, mais alors, genre, je me levais le matin, je me couchais tard le soir. Une semaine de combat, mais pour essayer parce que essayer de contacter YouTube, c'est hyper compliqué déjà. Bref, il m'a fallu une semaine et j'ai réussi à récupérer ma chaîne. Et à partir de là, ça a été la dégringolade. À partir de là, il s'est passé des trucs très très bizarres. Ma chaîne ne faisait plus de chiffres, mes vidéos ne faisaient plus de vues. Bref, ils ont tué ma chaîne. Et avec Dieudonné, ça a été, ça a été un deuxième coup. Bref, les mecs, ils se sont dit, lui, il le fait exprès, c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai eu plein de problèmes comme ça. Donc ma chaîne, aujourd'hui, je fais très très peu de vues. Il y a quelques temps, je faisais énormément de vues. Aujourd'hui, je fais quasiment plus de vues. Aujourd'hui, je regarde même plus mes vues. Je considère que mes vidéos ne font zéro vue. Je vous le dis, hein. Ma chaîne ne rapporte plus rien et je considère que mes vidéos font zéro vue. Parce que si je devais regarder les vues que je fais aujourd'hui par rapport aux vues que je faisais hier, j'arrêterais complètement. Et du coup, je vous le dis, hein, je fais même plus de publicité pour mes vidéos sur YouTube. Vous avez pas remarqué récemment? Je fais de la pub pour ma chaîne Patreon. Dès que je poste un podcast sur Patreon, je vous tiens au courant. Je fais de la publicité pour mes teasers Orion, ça je vous tiens au courant. Mais sur ma chaîne YouTube, quand je poste une vidéo, je vous le dis plus. Voilà. Je m'en fous en fait. Ma chaîne YouTube, elle est complètement morte. Mais, par respect pour ceux qui sont abonnés, je continue de diffuser toujours la première moitié de mes objections Patreon. Sur Patreon, elles font 4-5 heures. Je diffuse toujours 1 heure ou 2 sur YouTube, par respect pour les gens qui m'ont soutenu au début. Parce que je pense qu'il en reste encore beaucoup qui me suivent sur YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal comme ça à changer de réseau. Voilà. Il y a la chèvre qui est née qui nous dit un épisode de Black Mirror parle très bien de cette impression de liberté. Lorsque le protagoniste principal est appelé par l'État à faire des vidéos qui dénoncent le système politique actuel. Au final, le fait d'en parler rassure les gens et calme les envies de révolte. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Ce qui donne au peuple qui se manifeste pas et reste docile. C'est ce qui fait que le peuple ne se manifeste pas effectivement et reste docile. Mais oui, c'est-à-dire qu'il faut laisser le peuple avoir l'impression qu'il dirige sa vie, quoi. Et ouais. Bon, ouais, Novalastre me dit Shadowban. Je pense que c'est pire que ça. S'il y a un mot un peu au-dessus, ça doit être pire que ça. Parce que déjà, je gagne plus rien, j'ai plus de vues. Je suis sûr que vous êtes plus nombreux que les vues affichées. C'est pour vous dire, hein. J'ai l'impression que YouTube me dit lâche l'affaire. YouTube essaie de me décourager. C'est pour ça que je considère que mes vidéos font 0 vues. Je veux même plus savoir combien de vues elles font. Je regarde plus.
Voilà, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon seul intérêt maintenant, c'est Patreon. Sur Patreon, je fais attention. Voilà, je regarde combien vous êtes. Si des gens sont contents, mécontents. Patreon, je regarde. Twitch, un petit peu plus que sur YouTube. Je suis plus sur Twitch que sur YouTube maintenant, bizarrement. Voilà. Et là, ça fait 1h30 et j'avais dit que j'allais arrêter, donc on va arrêter. Du coup, je vais me lever. Je vais lire le staff, comme toujours. Je vais ensuite vous lire une petite phrase. Ça sera l'occasion de vous rappeler que j'ai sorti la nouvelle édition de mon livre, qui a légèrement changé de couleur. Il est plus pâle. Un peu plus bleu aussi, mon livre, désormais. Et le A du dos, ça j'en reparlerai. Il est encadré, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, on va remonter à il y a 7 jours. Il y a 7 jours, voilà. Ah bah il n'y a pas grand monde de nouveau. Oh c'est bien, le staff il sera tout petit. Enfin je dis c'est bien, non, ça aurait été mieux si vous aviez été plus nombreux. On a surtout Docteur Lachat, qui m'a suivi il y a 58 minutes. Voilà. Donc merci à lui. Et puis merci à tous ceux qui viendront entre temps. Parce qu'on ne sait jamais. Dans 7 jours on se retrouvera. D'ici là il y aura sûrement du monde. Je vais du coup lire, je reviens. Du coup ça a été très court. C'est rare que ce soit si court. Je reviens à ma place avec mon bouquin. Ah oui, il faut que je prenne les dés, c'est vrai, j'ai une tradition, je dois la respecter. On va lancer les dés. Ça va niveau son de ma voix? Je me rends compte que mon micro était peut-être un peu haut. J'espère que le son était bon. Bah vous êtes pas plein, donc je pense qu'il l'était. Après comme j'ai changé j'ai une carte son différente, j'ai une carte externe. Peut-être que c'est mieux comme ça. Donc je lance les dés. J'obtiens 455. Donc je vous rappelle que la nouvelle édition étendue, comme on dit, amplifiée, pour les joueurs de jeux vidéo, l'édition amplifiée du livre Pensée laconique est disponible. Il devient assez gros le bouquin maintenant, c'est marrant. On est, alors attendez, je vous dis le chiffre de fin, la dernière phrase, c'est la 1205. Voilà. Voilà, j'ai amélioré beaucoup de choses. Le livre est plus clean, je trouve. Il y a le petit A derrière, pour ceux si vous voulez, pour savoir si vous avez la vraie dernière édition. Si vous regardez le dos du livre Pensée laconique, vous avez mon symbole d'INK, vous savez, le A en police Old London. Et il est encadré maintenant, avant il l'était pas. Voilà, donc c'est le petit truc. Mais oui, j'ai retouché beaucoup de choses, c'est mieux maintenant. Voilà, c'est plus clean. Donc j'avais dit 455. 455. Je vous rappelle que Pensée laconique, c'est un livre, écoutez, c'est un vrai livre. Voilà. Disponible sur Amazon. Voilà, vous pouvez le récupérer sur Amazon. Il est en version des maths et en version papier. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit que la version des maths n'était pas complète. Que la version des maths, en fait, elle s'était arrêtée à la première édition, qu'en gros, à chaque fois que je faisais la mise à jour de la version amplifiée, c'était pas pris en compte. Je doute parce que sur la version des maths, j'ai été vérifié, il y a bien le nombre de pages. Maintenant, j'ai 324 pages. Et il m'a semblé que la version dématérialisée affichait bien les 324 pages. Donc je suppose qu'il faut juste retélécharger la version. Si vous avez la vieille version, peut-être qu'il faut juste retélécharger la nouvelle, je suppose. Donc je disais 455. Voilà, je vais vous lire la petite phrase. 455. Le fanatisme commence là où s'arrête la réflexion. Oh oh. Elle tombe bien cette phrase. Oh oh oh. Donc le fanatisme commence là où s'arrête la réflexion. Voilà, phrase 455. Je vous laisse réfléchir à ça. Je vais vous souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur. Avant de vous lâcher, je vous rappelle, regardez, c'est épinglé tout en haut du chat. Cliquez, faites-le absolument, j'y tiens. Cliquez sur la petite épingle tout en haut du chat. Faites-le, allez-y, je vous laisse 2-3 secondes. Pendant que vous le faites, je bois une petite gorgée. Voilà. Cliquez tout en haut du chat. Vous voyez, il y a une épingle. Cliquez sur le lien. Ça va vous amener sur Twitter. Et là, vous allez voir un post avec un nouveau teaser d'Orion que je viens de poster là à l'instant. Et ce post, il faut que vous le partagiez. Absolument. Voilà. Donc faites un retweet. Vous êtes combien là sur le chat? Vous êtes... Je sais pas. Je sais pas, j'ai dû me planter, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Ah oui, il faut cliquer là, c'est ça? Je sais même plus. Je sais même plus où on le voit. Pourtant, il me semblait que c'était pas compliqué. Bon, il est caché peut-être par une des fenêtres, je sais pas. Ah, vous êtes 57 quand même, c'est pas rien. Donc, vous êtes 57. Donc, si vous êtes honnête, logiquement, il devrait au moins y avoir 57 retweets. Ce qu'il n'y aura pas, j'en suis sûr.
Donc vous n'êtes pas cool. Mais si vous retweetez le message, au moins, ouais, il se fera voir. Si déjà on atteint les 30, vous voyez, alors qu'en général, on atteint toujours au moins la vingtaine. Si on atteint les 30, déjà, ça me fera plaisir. Donc s'il vous plaît, retweetez ce teaser d'Orion. Faites-le connaître. Ça, oui, ça fera connaître Orion aux personnes qui vous suivent, par exemple. Et Orion le mérite, vraiment. Et Naibi le mérite, elle fait un superbe travail. Attendez de voir le résultat sur le volume 5. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Voilà, elle est vraiment à la toute fin. Je pense qu'on peut dire que c'est une question de semaine, maintenant. C'est plus une question de mois. Donc on est vraiment à la toute fin. Voilà, bref. Il y a Novelas qui dit j'ai pas Twitter. Bah c'est pas grave, prends le Twitter de ta soeur ou de ta maman. Prends le Twitter de quelqu'un de ta famille. Apaisé nous dit si on retweet le message, Yankee viendra chez vous personnellement, vous parlez des builds de Diablo 4. C'est vrai, je m'y engage. Écoutez, si vous retweetez, je m'engage à ce que votre streamer préféré vous invite sur son live. Voilà. Ça vous va? Je le jure sur la tête d'Emmanuel Macron. Ouais, je m'y engage. Donc retweetez-le. Vous auriez tort de ne pas le faire. Shadow me dit c'est quoi la musique du teaser? C'est Nori Hiroturu. Voilà, je le prononce à la japonaise. Nori Hiroturu. C'est le compositeur des musiques des films Arslan Senki. Voilà, tu fais une recherche, tu trouveras. Il a fait plein de musique. Novelastre dit j'ai pas de soeur. Non mais ça marche avec le frère, hein. Ça marche avec le voisin, ça marche avec tout. T'inquiète pas. Trouve juste quelqu'un qui a un smartphone, tu lui empruntes. Tu lui dis pas ce que tu fais, voilà, tu vas sur son Twitter et tu partages. Donc n'hésitez pas à partager Orion. Voilà, bref, on va se laisser là parce que là on commence à raconter n'importe quoi. Bref, portez-vous bien, passez un bon dimanche, lisez un petit peu de temps en temps. Allez écouter Henri Guillemin, vraiment, allez écouter Henri Guillemin. Vous allez comprendre ce qui se passe en France aujourd'hui, parce que ce qui se passe aujourd'hui en France est un écho de ce qui se passait hier. Eh oui, pour comprendre le présent et anticiper l'avenir, il faut savoir ce qui se passait dans le passé. Voilà. Allez écouter Henri Guillemin, je n'aurai de le cesse de le dire à chaque fois. Je pense qu'un jour je vous ferai un live, je vous mettrai du Henri Guillemin, pour vous forcer. Tiens, c'est une idée ça, je vais y songer sérieusement. Bref, allez écouter Henri Guillemin sur YouTube, surtout tout ce qui tourne autour de la Révolution française, pour comprendre les enjeux actuels, pour comprendre pourquoi il n'y a pas de gauche et de droite, pourquoi il n'existe que le haut et le bas, pourquoi vous êtes le bas, et pourquoi ils sont le haut, et pourquoi vous ne devez pas tomber dans leur combine, et pourquoi ils nous manipulent tout le temps, et pourquoi ça marche, ils nous ont toujours eu. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils nous dupent, et c'est très difficile de réveiller le peuple français, qui est vraiment à l'équivalent de religieux en fait. Le peuple français est quasiment un religieux politique, donc c'est très compliqué de lui expliquer les choses. Il est vraiment convaincu qu'il existe une gauche et une droite, il s'est complètement fait avoir. Voilà, donc allez écouter Henri Guillemin, vous allez ouvrir votre conscience, vous allez obtenir un troisième œil, ou une troisième oreille, comme dirait Nietzsche, et vous verrez le monde français différemment, voire même le monde en entier différemment. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien, bye bye tout le monde.